Chapitre 41. La présentation. Quand Albert se trouva en tête-à-tête avec Monte Cristo, monsieur le comte, lui dit-il, permettez-moi de commencer avec vous mon métier de cicérone en vous donnant le spécimen d'un appartement de garçon. Habitué au palais d'Italie, ce sera pour vous une étude à faire que de calculer dans combien de pieds carrés peut vivre un des jeunes gens de Paris qui ne passent pas pour être les plus mal logés. À mesure que nous passerons d'une chambre à l'autre, nous ouvrirons les fenêtres pour que vous respiriez. Monte Cristo connaissait déjà la salle à manger et le salon du rez-de-chaussée. Albert le conduisit d'abord à son atelier. C'était, on se le rappelle, sa pièce de prédilection. Monte Cristo était un digne appréciateur de toutes les choses qu'Albert avait entassées dans cette pièce. Vieux bahuts, porcelaine du Japon, étoffes d'Orient, verroteries de Venise, armes de tous les pays du monde, tout lui était familier, et, au premier coup d'œil, il reconnaissait le siècle, le pays et l'origine. Morcerf avait cru être l'explicateur, et c'était lui, au contraire, qui faisait, sous la direction du comte, un cours d'archéologie, de minéralogie et d'histoire naturelle. On descendit au premier. Albert introduisit son hôte dans le salon. Ce salon était tapissé des œuvres des peintres modernes. Il y avait des paysages de Dupré, aux longs roseaux, aux arbres élancés, aux vaches beuglantes et au ciel merveilleux. Il y avait des cavaliers arabes de Delacroix, aux longs burnous blancs, aux ceintures brillantes, aux armes damasquinées, dont les chevaux se mordaient avec rage, tandis que les hommes se déchiraient avec des masses de fer. Des aquarelles de boulanger, représentant tout Notre-Dame de Paris avec cette vigueur qui fait du peintre l'émule du poète. Il y avait des toiles de Diaz qui fait les fleurs plus belles que les fleurs, le soleil plus brillant que le soleil. Des dessins de Decamps, aussi colorés que ceux de Salvator Rosa, mais plus poétiques. Des pastels de Giraud et de Muller, représentant des enfants aux têtes d'ange, des femmes aux traits de vierge, des croquis, arrachés à l'album du Voyage d'Orient de Dauzat, qui avait été crayonné en quelques secondes sur la selle d'un chameau ou sous le dôme d'une mosquée. Enfin, tout ce que l'art moderne peut donner en échange et en dédommagement de l'art perdu et envolé avec les siècles précédents. Albert s'attendait à montrer, cette fois du moins, quelque chose de nouveau à l'étrange voyageur. Mais, à son grand étonnement, celui-ci, sans avoir besoin de chercher les signatures, dont quelques-unes d'ailleurs n'étaient présentes que par des initiales, appliqua à l'instant même le nom de chaque auteur à son œuvre, de façon qu'il était facile de voir que non seulement chacun de ces noms lui était connu, mais encore que chacun de ses talents avait été apprécié et étudié par lui. Du salon, on passa dans la chambre à coucher. C'était à la fois un modèle d'élégance et de goût sévère. Là, un seul portrait, mais signé Léopold Robert, resplendissait dans son cadre d'or mat. Ce portrait attira tout d'abord les regards du comte de Monte Cristo, car il fit 3 pas rapides dans la chambre et s'arrêta tout à coup devant lui. C'était celui d'une jeune femme de 25 à 26 ans, au regard de feu, voilée sous une paupière languissante. Elle portait le costume pittoresque des pêcheuses catalanes avec son corset rouge et noir et ses aiguilles d'or piquées dans les cheveux. Elle regardait la mer, et sa silhouette élégante se détachait sur le double azur des flots et du ciel. Il faisait sombre dans la chambre, sans quoi Albert eût pu voir la pâleur livide qui s'étendit sur les joues du comte, et surprendre le frisson nerveux qui effleura ses épaules et sa poitrine. Il se fit un instant de silence, pendant lequel Monte Cristo demeura l'œil obstinément fixé sur cette peinture. « Vous avez là une belle maîtresse, vicomte, dit Monte Cristo d'une voix parfaitement calme. Et ce costume de bal sans doute, lui sied vraiment à ravir. Ah, monsieur, dit Albert, voilà une méprise que je ne vous pardonnerais pas si, à côté de ce portrait, vous en eussiez vu quelque autre. Vous ne connaissez pas ma mère, monsieur, c'est elle que vous voyez dans ce cadre. Elle se fit peindre ainsi il y a 6 ou 8 ans. Ce costume est un costume de fantaisie, à ce qu'il paraît, et la ressemblance est si grande que je crois encore voir ma mère telle qu'elle l'était en 1830. La comtesse fit faire ce portrait pendant une absence du comte. Sans doute elle croyait lui préparer pour son retour une gracieuse surprise, mais chose bizarre, ce portrait déplut à mon père, et la valeur de la peinture, qui est, comme vous le voyez, une des belles toiles de Léopold Robert,
ne put le laisser passer sur l'antipathie dans laquelle il l'avait prise. Il est vrai de dire entre nous, mon cher comte, que M. de Morcerf est un des pairs les plus assidus au Luxembourg, un général renommé pour la théorie, mais un amateur d'art des plus médiocres. Il n'en est pas de même de ma mère, qui peint d'une façon remarquable, et qui, estimant trop une pareille œuvre pour s'en séparer tout à fait, me l'a donnée pour que chez moi elle fût moins exposée à déplaire à M. de Morcerf, dont je vous ferai voir à son tour le portrait peint par Gros. Pardonnez-moi si je vous parle ainsi ménage et famille, mais comme je vais avoir l'honneur de vous conduire chez le comte, je vous dis cela pour qu'il ne vous échappe pas de vanter ce portrait devant lui. Au reste, il a une funeste influence, car il est bien rare que ma mère vienne chez moi sans le regarder, et plus rare encore qu'elle le regarde sans pleurer. Le nuage qu'amena l'apparition de cette peinture dans l'hôtel est du reste le seul qui se soit élevé entre le comte et la comtesse, qui, quoique mariés depuis plus de 20 ans, sont encore unis comme au premier jour. Monte Cristo jeta un regard rapide sur Albert, comme pour chercher une intention cachée à ses paroles. Mais il était évident que le jeune homme les avait dites dans toute la simplicité de son âme. Maintenant, dit Albert, vous avez vu toutes mes richesses, monsieur le comte. Permettez-moi de vous les offrir, si indignes qu'elles soient. Regardez-vous comme étant ici chez vous, et, pour vous mettre plus à votre aise encore, veuillez m'accompagner jusque chez monsieur de Morcerf, à qui j'ai écrit de Rome le service que vous m'avez rendu, à qui j'ai annoncé la visite que vous m'aviez promise. Et je puis le dire, le comte et la comtesse attendaient avec impatience qu'il leur fût permis de vous remercier. Vous êtes un peu blasé sur toutes choses, je le sais, monsieur le comte, et les scènes de famille n'ont pas sur Simbad le marin beaucoup d'action. Vous avez vu d'autres scènes. Cependant, acceptez que je vous propose, comme initiation à la vie parisienne, la vie de politesse, de visite et de présentation. Monte Cristo s'inclina pour répondre. Il acceptait la proposition, sans enthousiasme et sans regret, comme une des convenances de société dont tout homme comme il faut se fait un devoir. Albert appela son valet de chambre et lui ordonna d'aller prévenir monsieur et madame de Morcerf de l'arrivée prochaine du comte de Monte Cristo. Albert le suivit avec le comte. En arrivant dans l'antichambre du comte, on voyait au-dessus de la porte qui donnait dans le salon un écusson qui, par son entourage riche et son harmonie avec l'ornementation de la pièce, indiquait l'importance que le propriétaire de l'hôtel attachait à ce blason. Monte Cristo s'arrêta devant ce blason, qu'il examina avec attention. D'azur à 7 merlettes d'or posées en bande. C'est sans doute l'écusson de votre famille, monsieur, demanda-t-il. À part la connaissance des pièces du blason qui me permet de le déchiffrer, je suis fort ignorant en matière héraldique, moi, comte de hasard, fabriqué par la Toscane à l'aide d'une commanderie de Saint-Étienne, et qui me fussent passés d'être grand seigneur. Ni l'on ne m'eût répété que, lorsqu'on voyage beaucoup, c'est chose absolument nécessaire, car enfin, il faut bien, ne fût-ce que pour que les douaniers ne vous visitent pas, avoir quelque chose sur les panneaux de sa voiture. Excusez-moi donc si je vous fais une pareille question. Elle n'est aucunement indiscrète, monsieur, dit Morcerf, avec la simplicité de la conviction. Et vous aviez deviné juste. Ce sont nos armes, c'est-à-dire celles du chef de mon père. Mais elles sont, comme vous voyez, accolées à un écusson qui est de gueule à la tour d'argent et qui est du chef de ma mère. Par les femmes, je suis espagnol, mais la maison de Morcerf est française. Et, à ce que j'ai entendu dire, même une des plus anciennes du midi de la France. Oui, reprit Monte Cristo, c'est ce qu'indiquent les merlettes. Presque tous les pèlerins armés qui tentèrent ou qui firent la conquête de la Sainte Terre prirent pour armes ou des croix, signe de la mission à laquelle ils s'étaient voués, ou des oiseaux voyageurs, symbole du long voyage qu'ils allaient entreprendre et qu'ils espéraient accomplir sur les ailes de la foi. Un de vos aïeux paternels aura été de quelqu'une de vos croisades, et en ne supposant que ce ne soit que celle de Saint-Louis, cela nous fait déjà remonter au XIIIe siècle, ce qui est encore fort joli. C'est possible, dit Morcerf. Il y a quelque part dans le cabinet de mon père un arbre généalogique qui nous dira cela, et sur lequel j'avais autrefois des commentaires qui eussent fort édifié d'Orsier et Jaucourt. À présent, je n'y pense plus. Cependant, je vous dirai, monsieur le comte, et ceci rentre dans mes attributions de Cicérone, que l'on commence à s'occuper beaucoup de ces choses-là sous notre gouvernement populaire. Eh bien alors, votre gouvernement aurait bien dû choisir dans son passé quelque chose de mieux que ces deux pancartes que j'ai remarquées sur vos monuments, et qui n'ont aucun sens héraldique. Quant à vous, vicomte, reprit Monte Cristo, en revenant à Morcerf,
Vous êtes plus heureux que votre gouvernement, car vos armes sont vraiment belles et parlent à l'imagination. Oui, c'est bien cela. Vous êtes à la fois de Provence et d'Espagne. C'est ce qui explique, si le portrait que vous m'avez montré est ressemblant, cette belle couleur brune que j'admirais si fort sur le visage de la noble Catalane. Il eût fallu être Oedipe ou le Sphinx lui-même pour deviner l'ironie que mit le comte dans ces paroles, empreintes en apparence de la plus grande politesse. Aussi, Morcerf le remercia-t-il d'un sourire, et en passant le premier pour lui montrer le chemin, poussa-t-il la porte qui s'ouvrait au-dessous de ses armes et qui, ainsi que nous l'avons dit, donnait dans le salon. Dans l'endroit le plus apparent de ce salon se voyait aussi un portrait. C'était celui d'un homme de 35 à 38 ans, vêtu d'un uniforme d'officier général, portant cette double épaulette en torsade, signe des grades supérieurs, le ruban de la Légion d'honneur au cou, ce qui indiquait qu'il était commandeur, et sur la poitrine à droite, la plaque de grand officier de l'ordre du Sauveur, et à gauche, celle de grand-croix de Charles III, ce qui indiquait que la personne représentée par ce portrait avait dû faire les guerres de Grèce et d'Espagne, ou, ce qui revient absolument au même en matière de cordon, avoir rempli quelque mission diplomatique dans les deux pays. Monte Cristo était occupé à détailler ce portrait avec non moins de soin qu'il avait fait de l'autre, lorsqu'une porte latérale s'ouvrit et qu'il se trouva en face du comte de Morcerf lui-même. C'était un homme de 40 à 45 ans, mais qui en paraissait au moins 50, et dont la moustache et les sourcils noirs tranchaient étrangement avec les cheveux presque blancs coupés en brosse à la mode militaire. Il était vêtu en bourgeois et portait à sa boutonnière un ruban dont les différents lisérés rappelaient les différents ordres dont il était décoré. Cet homme entra d'un pas assez noble et avec une sorte d'empressement. Monte Cristo le vit venir à lui sans faire un seul pas. On eût dit que ses pieds étaient cloués au parquet comme ses yeux sur le visage du comte de Morcerf. « Mon père, dit le jeune homme, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur le comte de Monte Cristo, ce généreux ami que j'ai eu le bonheur de rencontrer dans les circonstances difficiles que vous savez. »« Monsieur est le bienvenu parmi nous, » dit le comte de Morcerf en saluant Monte Cristo avec un sourire. « Et il a rendu à notre maison, en lui conservant son unique héritier, un service qui sollicitera éternellement notre reconnaissance. » Et en disant ces paroles, le comte de Morcerf indiqua un fauteuil à Monte Cristo, en même temps que lui-même s'asseyait en face de la fenêtre. Quant à Monte Cristo, tout en prenant le fauteuil désigné par le comte de Morcerf, il s'arrangea de manière à demeurer caché dans l'ombre des grands rideaux de velours, et à lire de là, sur les traits empreints de fatigue et de souci du comte, toute une histoire de secrète douleur écrite dans chacune de ces rides venues avec le temps. Madame la comtesse, dit Morcerf, était à sa toilette lorsque le vicomte l'a fait prévenir de la visite qu'elle allait avoir le bonheur de recevoir. Elle va descendre, et dans 10 minutes, elle sera au salon. C'est beaucoup d'honneur pour moi, dit Monte Cristo, d'être ainsi dès le jour de mon arrivée à Paris, mis en rapport avec un homme dont le mérite égale la réputation, et pour lequel la fortune, juste une fois, n'a pas fait d'erreur. Mais n'a-t-elle pas encore, dans les plaines de la Mitidja ou dans les montagnes de l'Atlas, un bâton de maréchal à vous offrir? Oh, répliqua Morcerf en rougissant un peu, j'ai quitté le service, monsieur. Nommé père sous la Restauration, j'étais de la première campagne, et je servais sous les ordres du maréchal de Bourmont. Je pouvais donc prétendre à un commandement supérieur, et qui sait ce qui fût arrivé si la branche aînée fût restée sur le trône. Mais la Révolution de Juillet était, à ce qu'il paraît, assez glorieuse pour se permettre d'être ingrate. Elle le fut pour tout service qui ne datait pas de la période impériale. Je donnai donc ma démission, car lorsqu'on a gagné ses épaulettes sur le champ de bataille, on ne sait guère manœuvrer sur le terrain glissant des salons. J'ai quitté l'épée, je me suis jeté dans la politique, je me voue à l'industrie, j'étudie les arts utiles. Pendant les 20 années que j'étais resté au service, j'en avais bien eu le désir, mais je n'en avais pas eu le temps. Ce sont de pareilles choses qui entretiennent la supériorité de votre nation sur les autres pays, monsieur, répondit Monte Cristo. Gentilhomme issu de grandes maisons, possédant une belle fortune, vous avez d'abord consenti à gagner les premiers grades en soldat obscur, c'est fort rare. Puis, devenu général, pair de France, commandeur de la Légion d'honneur, vous consentez à recommencer un second apprentissage, sans autre espoir, sans autre récompense que celle d'être un jour utile à vos semblables. Ah, monsieur, voilà qui est vraiment beau. Je dirai plus, voilà qui est sublime.
Albert regardait et écoutait Monte Cristo avec étonnement. Il n'était pas habitué à le voir s'élever à de pareilles idées d'enthousiasme. Hélas, continua l'étranger, sans doute pour faire disparaître l'imperceptible nuage que ces paroles venaient de faire passer sur le front de Morcerf, nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous croissons selon notre race et notre espèce, et nous gardons, même feuillage, même taille, et souvent même inutilité toute notre vie. Mais monsieur, répondit le vicomte de Morcerf, pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est pas une patrie, et la France ne sera peut-être pas ingrate pour tout le monde. Elle traite mal ses enfants, mais d'habitude elle accueille grandement les étrangers. Eh mon père, dit Albert avec un sourire, on voit bien que vous ne connaissez pas monsieur le comte de Monte Cristo. Ses satisfactions à lui sont en dehors de ce monde. Il n'aspire point aux honneurs, et en prend seulement ce qui peut tenir sur un passeport. Voilà à mon égard l'expression la plus juste que j'aie jamais entendue, répondit l'étranger. Monsieur a été le maître de son avenir, dit le comte de Morcerf avec un soupir, et il a choisi le chemin de fleurs. Justement, monsieur, répliqua Monte Cristo avec un de ces sourires qu'un peintre ne rendra jamais, et qu'un physiologiste désespéra toujours d'analyser. Si je n'eusse craint de fatiguer monsieur le comte, dit le général, évidemment charmé des manières de Monte Cristo, je l'eusse emmené à la Chambre. Il y a aujourd'hui séance curieuse pour quiconque ne connaît pas nos sénateurs modernes. Je vous en serai fort reconnaissant, monsieur, si vous voulez bien me renouveler cette offre une autre fois. Mais aujourd'hui, l'on m'a flatté de l'espoir d'être présenté à madame la comtesse, et j'attendrai. Ah, voici ma mère, s'écria le vicomte. En effet, Monte Cristo, en se retournant vivement, vit madame de Morcerf à l'entrée du salon, au seuil de la porte opposée à celle par laquelle était entré son mari. Immobile et pâle, elle laissa, lorsque Monte Cristo se retourna de son côté, tomber son bras, qui on ne sait pourquoi s'était appuyé sur le chambranle doré. Elle était là depuis quelques secondes, et avait entendu les dernières paroles prononcées par le visiteur ultramontain. Celui-ci se leva et salua profondément la comtesse, qui s'inclina à son tour, muette et cérémonieuse. Eh mon Dieu, madame, demanda le comte, qu'avez-vous donc? Serait-ce par hasard la chaleur de ce salon qui vous fait mal? Souffrez-vous, ma mère? S'écria le vicomte, en s'élançant au-devant de Mercédès. Elle les remercia tous deux avec un sourire. Non, dit-elle, mais j'ai éprouvé quelque émotion en voyant pour la première fois celui sans l'intervention duquel nous serions en ce moment dans les larmes et dans le deuil. Monsieur, continua la comtesse en s'avançant avec la majesté d'une reine, je vous dois la vie de mon fils, et pour ce bienfait je vous bénis. Maintenant je vous rends grâce pour le plaisir que vous me faites en me procurant l'occasion de vous remercier comme je vous ai béni, c'est-à-dire du fond du cœur. Le comte s'inclina encore, mais plus profondément que la première fois. Il était plus pâle encore que Mercédès. Madame, dit-il, monsieur le comte et vous me récompensez trop généreusement d'une action bien simple. Sauver un homme, épargner un tourment à un père, ménager la sensibilité d'une femme, ce n'est point faire une bonne œuvre, c'est faire acte d'humanité. À ces mots, prononcés avec une douceur et une politesse exquise, madame de Morcerf répondit avec un accent profond. Il est bien heureux pour mon fils, monsieur, de vous avoir pour ami, et je remercie Dieu qui a fait les choses ainsi. Et Mercédès leva ses beaux yeux au ciel avec une gratitude si infinie que le comte crut y voir trembler deux larmes. Monsieur de Morcerf s'approcha d'elle. Madame, dit-il, j'ai déjà fait mes excuses à monsieur le comte d'être obligé de le quitter, et vous les lui renouvellerez, je vous prie. La séance ouvre à 2 heures, il en est 3, et je dois parler. Allez, monsieur, et je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte, dit la comtesse avec le même accent de sensibilité. Monsieur le comte, continua-t-elle en se retournant vers Monte Cristo, nous fera-t-il l'honneur de passer le reste de la journée avec nous? Merci, madame, et vous me voyez, croyez-le bien, on ne peut plus reconnaissant de votre offre. Mais je suis descendu ce matin à votre porte, de ma voiture de voyage. Comment suis-je installé à Paris, je l'ignore. Où le suis-je? Je le sais à peine. C'est une inquiétude légère, je le sais, mais appréciable cependant. Nous aurons ce plaisir une autre fois au moins, vous nous le promettez? Demanda la comtesse. Monte Cristo s'inclina sans répondre, mais le geste pouvait passer pour un assentiment. Alors je ne vous retiens pas, monsieur, dit la comtesse, car je ne veux pas que ma reconnaissance devienne ou une indiscrétion ou une importunité. Mon cher comte, dit Albert, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous rendre à Paris votre gracieuse politesse de Rome,
et mettre mon coupé à votre disposition jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de monter vos équipages. Merci mille fois de votre obligeance, vicomte, dit Monte Cristo, mais je présume que Bertuccio aura convenablement employé les 4 heures et demie que je viens de lui laisser, et que je trouverai à la porte une voiture quelconque tout attelée. Albert était habitué à ces façons de la part du comte. Il savait qu'il était, comme Néron, à la recherche de l'impossible, et il ne s'étonnait plus de rien. Seulement, il voulut juger par lui-même de quelle façon ses ordres avaient été exécutés. Il l'accompagna donc jusqu'à la porte de l'hôtel. Monte Cristo ne s'était pas trompé. Dès qu'il avait paru dans l'antichambre du comte de Morcerf, un valet de pied, le même qui à Rome était venu apporter la carte du comte aux 2 jeunes gens et leur annoncer sa visite, s'était élancé hors du péristyle, de sorte qu'en arrivant au perron, l'illustre voyageur trouva effectivement sa voiture qui l'attendait. C'était un coupé sortant des ateliers de Keller, et un attelage dont Drake avait, à la connaissance de tous les lions de Paris, refusé la veille encore 18 000 francs. Monsieur, dit le comte à Albert, je ne vous propose pas de m'accompagner jusque chez moi, et je ne pourrais vous montrer qu'une maison improvisée, et j'ai, vous le savez, sous le rapport des improvisations, une réputation aménagée. Accordez-moi un jour, et permettez-moi alors de vous inviter. Je serai plus sûr de ne pas manquer aux lois de l'hospitalité. Si vous me demandez un jour, monsieur le comte, je suis tranquille. Ce ne sera plus une maison que vous me montrerez, ce sera un palais. Décidément, vous avez quelque génie à votre disposition. Ma foi, laissez-le croire, dit Monte Cristo, en mettant le pied sur les degrés garnis de velours de son splendide équipage. Cela me fera quelque bien auprès des dames. Et il s'élança dans sa voiture, qui se referma derrière lui, et partit au galop, mais pas si rapidement que le comte n'aperçut le mouvement imperceptible qui fit trembler le rideau du salon où il avait laissé Madame de Morcerf. Lorsqu'Albert rentra chez sa mère, il trouva la comtesse au boudoir, plongée dans un grand fauteuil de velours. Toute la chambre, noyée d'ombre, ne laissait apercevoir que la paillette étincelante attachée çà et là au ventre de quelque potiche ou à l'angle de quelque cadre d'or. Albert ne put voir le visage de la comtesse perdu dans un nuage de gaz qu'elle avait roulé autour de ses cheveux comme une auréole de vapeur. Mais il lui semblait que sa voix était altérée. Il distingua aussi, parmi les parfums des roses et des héliotropes de la jardinière, la trace âpre et mordante des sels de vinaigre. Sur une des coupes ciselées de la cheminée, en effet, le flacon de la comtesse, sorti de sa gaine de chagrin, attira l'attention inquiète du jeune homme. « Souffrez-vous, ma mère » s'écria-t-il en entrant, « et vous seriez-vous trouvé mal pendant mon absence ?»« Moi, non pas, Albert, mais vous comprenez, ces roses, ces tubéreuses et ces fleurs d'oranger dégagent pendant ces premières chaleurs, auxquelles on n'est pas habitué, de si violents parfums. Alors, ma mère, dit Morcerf, en portant la main à la sonnette, il faut les faire porter dans votre antichambre. Vous êtes vraiment indisposé. Déjà tantôt, quand vous êtes entré, vous étiez fort pâle. J'étais pâle, dites-vous, Albert? D'une pâleur qui vous sied à merveille, ma mère, mais qui ne nous a pas moins effrayés pour cela, mon père et moi. Votre père vous en a-t-il parlé? Demanda vivement Mercédès. Non, madame, mais c'est à vous-même, souvenez-vous, qu'il a fait cette observation. Je ne m'en souviens pas, dit la comtesse. Un valet entra. Il venait au bruit de la sonnette tirée par Albert. Portez ces fleurs dans l'antichambre ou dans le cabinet de toilette, dit le vicomte. Elles font mal à madame la comtesse. Le valet obéit. Il y eut un assez long silence, et qui dura pendant tout le temps que se fit le déménagement. Qu'est-ce donc que ce nom de Monte Cristo? Demanda la comtesse quand le domestique fut sorti, emportant le dernier vase de fleurs. Est-ce un nom de famille, un nom de terre, un titre simple? C'est, je crois, un titre, ma mère, et voilà tout. Le comte a acheté une île dans l'archipel toscan et a, d'après ce qu'il a dit lui-même, ce matin, fondé une commanderie. Vous savez que cela se fait ainsi pour Saint-Étienne de Florence, pour Saint-Georges Constantinien de Parme, et même pour l'ordre de Malte. Au reste, il n'a aucune prétention à la noblesse, et s'appelle un comte de hasard, quoique l'opinion générale de Rome soit que le comte est un très grand seigneur. Ses manières sont excellentes, dit la comtesse, du moins d'après ce que j'ai pu en juger par les courts instants pendant lesquels il est resté ici. Oh, parfaite, ma mère, si parfaite même, qu'elle surpasse de beaucoup tout ce que j'ai connu de plus aristocratique dans les 3 noblesses les plus fières de l'Europe, c'est-à-dire dans la noblesse anglaise, dans la noblesse espagnole et dans la noblesse allemande.
La comtesse réfléchit un instant, puis, après cette courte hésitation, elle reprit. Vous avez vu, mon cher Albert, c'est une question de mère que je vous adresse là. Vous le comprenez? Vous avez vu M. de Monte Cristo dans son intérieur. Vous avez de la perspicacité, vous avez l'habitude du monde. Plus de tact qu'on en a d'ordinaire à votre âge. Croyez-vous que le comte soit ce qu'il paraît réellement être? Et que paraît-il? Vous l'avez dit vous-même à l'instant, un grand seigneur. Je vous ai dit, ma mère, qu'on le tenait pour tel. Mais qu'en pensez-vous, vous, Albert? Je n'ai pas, je vous l'avouerai, d'opinion bien arrêtée sur lui. Je le crois maltais. Je ne vous interroge pas sur son origine, je vous interroge sur sa personne. Ah, sur sa personne, c'est autre chose, et j'ai vu tant de choses étranges de lui, que si vous voulez que je vous dise ce que je pense, je vous répondrai que je le regardais volontiers comme un des hommes de Byron que le malheur a marqué d'un sceau fatal, quelque Manfred, quelque Lara, quelque Werner, comme un de ces débris, enfin, de quelque vieille famille, qui, déshérités de leur fortune paternelle, en ont trouvé une par la force de leur génie aventureux, qui les a mis au-dessus des lois de la société. Vous dites? Je dis que Monte Cristo est une île au milieu de la Méditerranée, sans habitants, sans garnison, repère de contrebandiers de toute nation, de pirates de tout pays. Qui sait si ces dignes industriels ne payent pas à leur seigneur un droit d'asile? C'est possible, dit la comtesse rêveuse. Mais n'importe, reprit le jeune homme, contrebandier ou non, vous en conviendrez, ma mère, puisque vous l'avez vu, monsieur le comte de Monte Cristo est un homme remarquable, et qui aura les plus grands succès dans les salons de Paris. Et tenez, ce matin même, chez moi, il a commencé son entrée dans le Paris en frappant de stupéfaction jusqu'à Château-Renaud. Et quel âge peut avoir le comte? Demanda Mercédès, attachant visiblement une grande importance à cette question. Il a 35 à 36 ans, ma mère. Si jeune, c'est impossible, dit Mercédès, répondant en même temps à ce que lui disait Albert et à ce que lui disait sa propre pensée. C'est la vérité cependant. 3 ou 4 fois, il m'a dit, et certes sans préméditation, à telle époque j'avais 5 ans, à telle autre j'avais 10 ans, à telle autre 12. Moi, que la curiosité tenait éveillé sur ces détails, je rapprochais les dates, et jamais je ne les trouvai en défaut. L'âge de cet homme singulier, qui n'a pas d'âge, est donc, j'en suis sûr, de 35 ans. Au surplus, rappelez-vous, ma mère, combien son œil est vif, combien ses cheveux sont noirs, et combien son front, quoique pâle, est exempt de rides. C'est une nature non seulement vigoureuse, mais encore jeune. La comtesse baissa la tête comme sous un flot trop lourd d'amères pensées. « Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous, Albert ?» demanda-t-elle avec un frissonnement nerveux. « Je le crois, madame. »« Et vous? L'aimez-vous aussi? »« Il me plaît, madame, quoi qu'en dise Franz d'Épinay, qui voulait le faire passer à mes yeux pour un homme revenant de l'autre monde. » La comtesse fit un mouvement de terreur. « Albert, dit-elle d'une voix altérée, je vous ai toujours mis en garde contre les nouvelles connaissances. Maintenant, vous êtes homme, et vous pourriez me donner des conseils à moi-même. Cependant, je vous répète, soyez prudent, Albert. Encore faudra-t-il, chère mère, pour que le conseil me fût profitable, que je susse d'avance de quoi me méfier. Le comte ne joue jamais. Le comte ne boit que de l'eau dorée par une goutte de vin d'Espagne. Le comte s'est annoncé si riche que, sans se faire rire au nez, il ne pourra m'emprunter de l'argent. Que voulez-vous que je craigne de la part du comte? Vous avez raison, dit la comtesse, et mes terreurs sont folles, ayant pour objet surtout un homme qui vous a sauvé la vie. À propos, votre père l'a-t-il bien reçu, Albert? Il est important que nous soyons plus que convenables avec le comte. Monsieur de Morcerf est parfois occupé, ses affaires le rendent soucieux, et il se pourrait que sans le vouloir. Mon père a été parfait, madame, interrompit Albert. Je dirai plus, il a paru infiniment flatté de 2 ou 3 compliments des plus adroits que le comte lui a glissés avec autant de bonheur que d'à-propos, comme s'il l'eût connu depuis 30 ans. Chacune de ces petites flèches louangeuses a dû chatouiller mon père, ajouta Albert en riant, de sorte qu'ils se sont quittés les meilleurs amis du monde, et que M. de Morcerf voulait même l'emmener à la chambre pour lui faire entendre son discours. La comtesse ne répondit pas. Elle était absorbée dans une rêverie si profonde que ses yeux s'étaient fermés peu à peu. Le jeune homme, debout devant elle, la regardait avec cet amour filial plus tendre et plus affectueux chez les enfants dont les mères sont jeunes et belles encore. Puis, après avoir vu ses yeux se fermer, il l'écouta respirer un instant dans sa douce immobilité, et la croyant assoupie, il s'éloigna sur la pointe du pied,
poussant avec précaution la porte de la chambre où il laissait sa mère. Ce diable d'homme, murmura-t-il en secouant la tête. Je lui ai bien prédit là-bas qu'il ferait sensation dans le monde. Je mesure son effet sur un thermomètre infaillible. Ma mère l'a remarqué, donc il faut qu'il soit bien remarquable. Et il descendit à ses écuries, non sans un dépit secret de ce que, sans y avoir même songé, le comte de Monte Cristo avait mis la main sur un attelage qui renvoyait ses billets au numéro 2 dans l'esprit des connaisseurs. Décidément, dit-il, les hommes ne sont pas égaux. Il faudra que je prie mon père de développer ce théorème à la chambre haute. Chapitre 42. Monsieur Bertuccio. Pendant ce temps, le comte était arrivé chez lui. Il avait mis 6 minutes pour faire le chemin. Ces minutes avaient suffi pour qu'il fût vu de 20 jeunes gens qui, connaissant le prix de l'attelage qu'ils n'avaient pu acheter eux-mêmes, avaient mis leur monture au galop pour entrevoir le splendide seigneur qui se donnait des chevaux de 10 000 francs la pièce. La maison choisie par Ali, et qui devait servir de résidence de ville à Monte Cristo, était située à droite, en montant les Champs-Élysées, placée entre cour et jardin. Un massif fort touffu, qui s'élevait au milieu de la cour, masquait une partie de la façade. Autour de ce massif s'avançaient, pareils à deux bras, deux allées qui, s'étendant à droite et à gauche, amenaient à partir de la grille les voitures à un double perron, supportant à chaque marche un vase de porcelaine plein de fleurs. Cette maison, isolée au milieu d'un large espace, avait, outre l'entrée principale, une autre entrée donnant sur la rue de Ponthieu. Avant même que le cocher eût hélé le concierge, la grille massive roula sur ses gonds. On avait vu venir le comte, et, à Paris comme à Rome, comme partout, il était servi avec la rapidité de l'éclair. Le cocher entra donc, décrivit le demi-cercle sans avoir ralenti son allure, et la grille était refermée déjà que les roues criaient encore sur le sable de l'allée. Au côté gauche du perron, la voiture s'arrêta. Deux hommes parurent à la portière. L'un était Ali, qui sourit à son maître avec une incroyable franchise de joie, et qui se trouva payé par un simple regard de Monte Cristo. L'autre salua humblement et présenta son bras au comte pour l'aider à descendre de la voiture. « Merci, monsieur Bertuccio, dit le comte, en sautant légèrement les 3 degrés du marchepied. « Et le notaire ?»« Il est dans le petit salon, Excellence, » répondit Bertuccio. « Et les cartes de visite que je vous ai dit de faire graver dès que vous auriez le numéro de la maison ?»« Monsieur le comte, c'est déjà fait. J'ai été chez le meilleur graveur du Palais-Royal, qui a exécuté la planche devant moi. La première carte tirée a été portée à l'instant même, selon votre ordre, à monsieur le baron Danglars, député, rue de la Chaussée-d'Antin numéro 7. Les autres sont sur la cheminée de la chambre à coucher de votre Excellence. Bien. Quelle heure est-il? 4 heures. Monte Cristo donna ses gants, son chapeau et sa canne à ce même laquais français qui s'était élancé hors de l'antichambre du comte de Morcerf pour appeler la voiture. Puis il passa dans le petit salon, conduit par Bertuccio, qui lui montra le chemin. « Voilà de pauvres marbres dans cette antichambre, dit Monte Cristo. J'espère qu'on m'enlèvera tout cela. » Bertuccio s'inclina. Comme l'avait dit l'intendant, le notaire attendait dans le petit salon. C'était une honnête figure de 2e clerc de Paris, élevé à la dignité infranchissable de tabellion de la banlieue. « Monsieur est le notaire chargé de vendre la maison de campagne que je veux acheter, demanda Monte Cristo. « Oui, monsieur le comte, répliqua le notaire. « L'acte de vente est-il prêt? »« Oui, monsieur le comte. »« L'avez-vous apporté? »« Le voici. »« Parfaitement. Et où est cette maison que j'achète? » demanda négligemment Monte Cristo, s'adressant moitié à Bertuccio, moitié au notaire. L'intendant fit un signe qui signifiait « Je ne sais pas ». Le notaire regarda Monte Cristo avec étonnement. « Comment dit-il? Monsieur le comte ne sait pas où est la maison qu'il achète? »« Non, ma foi, dit le comte. »« Et monsieur le comte ne la connaît pas? »« Et comment diable la connaîtrais-je? J'arrive de Cadix ce matin, je ne suis jamais venu à Paris, c'est même la première fois que je mets le pied en France. »« Alors c'est autre chose, répondit le notaire. La maison que monsieur le comte achète est située à Auteuil. À ces mots, Bertuccio pâlit visiblement. « Et où prenez-vous Auteuil? demanda Monte Cristo. « À 2 pas d'ici, monsieur le comte, dit le notaire, un peu après Passy, dans une situation charmante, au milieu du bois de Boulogne. »« Si près que cela, dit Monte Cristo. « Mais ce n'est pas la campagne.
Comment diable m'avez-vous été choisir une maison à la porte de Paris, monsieur Bertuccio? Moi! S'écria l'intendant avec un étrange empressement. Non, certes, ce n'est pas moi que monsieur le comte a chargé de choisir cette maison, que monsieur le comte veuille bien se rappeler, chercher dans sa mémoire, interroger ses souvenirs. Ah, c'est juste, dit Monte Cristo. Je me rappelle maintenant. J'ai lu cette annonce dans un journal, et je me suis laissé séduire par ce titre menteur, maison de campagne. Il est encore temps, dit vivement Bertuccio, et si votre excellence veut me charger de chercher partout ailleurs, je lui trouverai ce qu'il y aura de mieux, soit à Enghien, soit à Fontenay-aux-Roses, soit à Bellevue. Non, ma foi, dit insoucieusement Monte Cristo, puisque j'ai celle-là, je la garderai. Et monsieur a raison, dit vivement le notaire, qui craignait de perdre ses honoraires. C'est une charmante propriété. Eau vive, bois touffu, habitation confortable, quoique abandonnée depuis longtemps, sans compter le mobilier, qui, si vieux qu'il soit, a de la valeur, surtout aujourd'hui que l'on cherche les antiquailles. Pardon, mais je crois que monsieur le comte a le goût de son époque. Dites toujours, dit Monte Cristo. C'est convenable alors. Ah, monsieur, c'est mieux que cela, c'est magnifique. Peste, ne manquons pas une pareille occasion, dit Monte Cristo. Le contrat, s'il vous plaît, monsieur le notaire. Et il signa rapidement, après avoir jeté un regard à l'endroit de l'acte où était désignée la situation de la maison et les noms des propriétaires. Bertuccio, dit-il, donnez 55 000 francs à monsieur. L'intendant sortit d'un pas mal assuré et revint avec une liasse de billets de banque que le notaire compta en homme qui a l'habitude de ne recevoir son argent qu'après la purge légale. Et maintenant, demanda le comte, toutes les formalités sont-elles remplies? Toutes, monsieur le comte. Avez-vous les clefs? Elles sont aux mains du concierge qui garde la maison, mais voici l'ordre que je lui ai donné d'installer monsieur dans sa propriété. Fort bien. Et Monte Cristo fit au notaire un signe de tête qui voulait dire: je n'ai plus besoin de vous, allez-vous-en. Mais, hasarda l'honnête tabellion, monsieur le comte s'est trompé, il me semble ce n'est que 50 000 francs tout compris. Et vos honoraires? Se trouvent payés moyennant cette somme, monsieur le comte. Mais n'êtes-vous pas venu d'Auteuil ici? Oui, sans doute. Eh bien, il faut bien vous payer votre dérangement, dit le comte. Et il le congédia du geste. Le notaire sortit à reculons et en saluant jusqu'à terre. C'était la première fois, depuis le jour où il avait pris ses inscriptions, qu'il rencontrait un pareil client. Conduisez, monsieur, dit le comte à Bertuccio. Et l'intendant sortit derrière le notaire. À peine le comte fut-il seul, qu'il sortit de sa poche un portefeuille à serrure, qu'il ouvrit avec une petite clef attachée à son cou et qui ne le quittait jamais. Après avoir cherché un instant, il s'arrêta à un feuillet qui portait quelques notes, confronta ces notes avec l'acte de vente déposé sur la table, et recueillant ses souvenirs, Auteuil, rue de la Fontaine, numéro 28. C'est bien cela, dit-il. Maintenant dois-je m'en rapporter à un aveu arraché par la terreur religieuse ou par la terreur physique. Au reste, dans une heure, je saurai tout. Bertuccio, cria-t-il, en frappant avec une espèce de petit marteau à manche pliant sur un timbre qui rendit un son aigu et prolongé, pareil à celui d'un tam-tam. Bertuccio. L'intendant parut sur le seuil. Monsieur Bertuccio, dit le comte, ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous aviez voyagé en France? Dans certaines parties de la France, oui, Excellence. Vous connaissez les environs de Paris, sans doute? Non, Excellence, non, répondit l'intendant avec une sorte de tremblement nerveux que Monte Cristo, connaisseur en fait d'émotion, attribua avec raison à une vive inquiétude. C'est fâcheux, dit-il, que vous n'ayez jamais visité les environs de Paris, car je veux aller ce soir même voir ma nouvelle propriété. Et en venant avec moi, vous m'eussiez donné sans doute d'utiles renseignements. À Auteuil, s'écria Bertuccio, dont le teint cuivré devint presque livide. Moi, aller à Auteuil. Eh bien, qu'y a-t-il d'étonnant que vous veniez à Auteuil, je vous le demande? Quand je demeurerai à Auteuil, il faudra bien que vous y veniez, puisque vous faites partie de la maison. Bertuccio baissa la tête devant le regard impérieux du maître, et il demeura immobile et sans réponse. Ah ça! Mais que vous arrive-t-il? Vous allez donc me faire sonner une seconde fois pour la voiture? Dit Monte Cristo, du ton que Louis XIV mit à prononcer le fameux « J'ai failli attendre ». Bertuccio ne fit qu'un bond du petit salon à l'antichambre, et cria d'une voix rauque: « Les chevaux de son Excellence !» Monte Cristo écrivit 2 ou 3 lettres. Comme il cachetait la dernière, l'intendant parut. « La voiture de son Excellence est à la porte, dit-il. »« Eh bien,
Prenez vos gants et votre chapeau, dit Monte Cristo. Est-ce que je vais avec monsieur le comte? S'écria Bertuccio. Sans doute, il faut bien que vous donniez vos ordres puisque je compte habiter cette maison. Il était sans exemple que l'on eût répliqué à une injonction du comte. Aussi, l'intendant, sans faire aucune objection, suivit-il son maître, qui monta dans la voiture et lui fit signe de le suivre. L'intendant s'assit respectueusement sur la banquette du devant. Chapitre 43. La maison d'Auteuil. Monte Cristo avait remarqué qu'en descendant le perron, Bertuccio s'était signé à la manière des Corses, c'est-à-dire en coupant l'air en croix avec le pouce, et qu'en prenant sa place dans la voiture, il avait marmotté tout bas une courte prière. Tout autre qu'un homme curieux eût eu pitié de la singulière répugnance manifestée par le digne intendant pour la promenade méditée extramuros par le comte. Mais, à ce qu'il paraît, celui-ci était trop curieux pour dispenser Bertuccio de ce voyage. En 20 minutes, on fut à Auteuil. L'émotion de l'intendant avait été toujours croissant. En entrant dans le village, Bertuccio, rencogné dans l'angle de la voiture, commença à examiner avec une émotion fiévreuse chacune des maisons devant lesquelles on passait. « Vous ferez arrêter rue de la Fontaine au numéro 28, dit le comte, en fixant impitoyablement son regard sur l'intendant, auquel il donnait cet ordre. La sueur monta au visage de Bertuccio. Cependant, il obéit. Et, se penchant en dehors de la voiture, il cria au cocher, « Rue de la Fontaine, numéro 28. » Ce numéro 28 était situé à l'extrémité du village. Pendant le voyage, la nuit était venue. Ou plutôt, un nuage noir tout chargé d'électricité donnait à ces ténèbres prématurées l'apparence et la solennité d'un épisode dramatique. La voiture s'arrêta et le valet de pied se précipita à la portière, qu'il ouvrit. « Eh bien, dit le comte, vous ne descendez pas, monsieur Bertuccio? Vous restez donc dans la voiture, alors? Mais à quoi diable songez-vous donc ce soir ?» Bertuccio se précipita par la portière et présenta son épaule au comte qui, cette fois, s'appuya dessus et descendit un à un les 3 degrés du marchepied. « Frappez, dit le comte, et annoncez-moi. » Bertuccio frappa. La porte s'ouvrit et le concierge parut. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est votre nouveau marâtre, homme, » dit le valet de pied. Et il tendit au concierge le billet de reconnaissance donné par le notaire. « La maison est donc vendue » demanda le concierge. « Oui. Et c'est monsieur qui vient l'habiter ?»« Oui, mon ami, dit le comte, et je tâcherai que vous n'ayez pas à regretter votre ancien maître. »« Oh, monsieur, dit le concierge, je n'aurai pas à le regretter beaucoup, car nous le voyons bien rarement. Il y a plus de 5 ans qu'il n'est venu, et il a, ma foi, bien fait de vendre une maison qui ne lui rapportait absolument rien. »« Et comment se nommait votre ancien maître » demanda Monte Cristo. « Monsieur le marquis de Saint-Méran. »« Ah, il n'a pas vendu la maison ce qu'elle lui a coûté, j'en suis sûr. »« Le marquis de Saint-Méran, reprit Monte Cristo. Mais il me semble que ce nom ne m'est pas inconnu, dit le comte. Le marquis de Saint-Méran. Et il parut chercher. Un vieux gentilhomme, continua le concierge, un fidèle serviteur des Bourbons. Il avait une fille unique qu'il avait mariée à monsieur de Villefort, qui a été procureur du roi à Nîmes et ensuite à Versailles. Monte Cristo jeta un regard qui rencontra Bertuccio, plus livide que le mur contre lequel il s'appuyait pour ne pas tomber. « Et cette fille, n'est-elle pas morte » demanda Monte Cristo. « Il me semble que j'ai entendu dire cela. »« Oui, monsieur, il y a 21 ans, et depuis ce temps-là, nous n'avons pas revu 3 fois le pauvre cher marquis. »« Merci, merci, dit Monte Cristo, jugeant à la prostration de l'intendant qu'il ne pouvait tendre davantage cette corde sans risquer de la briser. « Merci, donnez-moi de la lumière, brave homme. »« Accompagnerai-je monsieur ?»« Non, c'est inutile, Bertuccio m'éclairera. » Et Monte Cristo accompagna ces paroles du don de 2 pièces d'or qui soulevèrent une explosion de bénédictions et de soupirs. « Ah, monsieur, dit le concierge, après avoir cherché inutilement sur le rebord de la cheminée et sur les planches y attenantes, c'est que je n'ai pas de bougie ici. Prenez une des lanternes de la voiture, Bertuccio, et montrez-moi les appartements, dit le comte. L'intendant obéit sans observation, mais il était facile à voir, au tremblement de la main qui tenait la lanterne, ce qu'il lui en coûtait pour obéir. On parcourut un rez-de-chaussée assez vaste, un premier étage composé d'un salon, d'une salle de bain et de 2 chambres à coucher.
Par une de ces chambres à coucher, on arrivait à un escalier tournant dont l'extrémité aboutissait au jardin. Tiens, voilà un escalier de dégagement, dit le comte. C'est assez commode. Éclairez-moi, monsieur Bertuccio. Passez devant, et allons où cet escalier nous conduira. Monsieur, dit Bertuccio, il va au jardin. Et comment savez-vous cela, je vous prie? C'est-à-dire qu'il doit y aller. Eh bien, assurons-nous-en. Bertuccio poussa un soupir et marcha devant. L'escalier aboutissait effectivement au jardin. À la porte extérieure, l'intendant s'arrêta. Allons donc, monsieur Bertuccio, dit le comte. Mais celui auquel il s'adressait était abasourdi, stupide, anéanti. Ses yeux égarés cherchaient tout autour de lui comme les traces d'un passé terrible, et de ses mains crispées, il semblait essayer de repousser des souvenirs affreux. Eh bien, insista le comte. Non, non, s'écria Bertuccio en posant la main à l'angle du mur intérieur. Non, monsieur, je n'irai pas plus loin, c'est impossible. Qu'est-ce à dire? Articula la voix irrésistible de Monte Cristo. Mais vous voyez bien, monsieur, s'écria l'intendant, que cela n'est point naturel, qu'ayant une maison à acheter à Paris, vous l'achetiez justement à Auteuil, et que l'achetant à Auteuil, cette maison soit le numéro 28 de la rue de la Fontaine. Ah, pourquoi ne vous ai-je pas tout dit là-bas, monseigneur? Vous n'auriez certes pas exigé que je vinsse. J'espérais que la maison de monsieur le comte serait une autre maison que celle-ci, comme s'il n'y avait d'autre maison à Auteuil que celle de l'assassinat. Oh, oh, fit Monte Cristo, s'arrêtant tout à coup. Quel vilain mot venez-vous de prononcer là? Diable d'homme, corse enraciné, toujours des mystères ou des superstitions. Voyons, prenez cette lanterne et visitons le jardin. Avec moi, vous n'aurez pas peur, j'espère. Bertuccio ramassa la lanterne et obéit. La porte, en s'ouvrant, découvrit un ciel blafard dans lequel la lune s'efforçait vainement de lutter contre une mer de nuages qui la couvraient de leurs flots sombres qu'elle illuminait un instant, et qui allaient ensuite se perdre, plus sombres encore, dans les profondeurs de l'infini. L'intendant voulut appuyer sur la gauche. Non pas, monsieur, dit Monte Cristo. À quoi bon suivre les allées? Voici une belle pelouse. Allons devant nous. Bertuccio essuya la sueur qui coulait de son front, mais obéit. Cependant, il continuait de prendre à gauche. Monte Cristo, au contraire, appuyait à droite. Arrivé près d'un massif d'arbres, il s'arrêta. L'intendant n'y put tenir. Éloignez-vous, monsieur, s'écria-t-il. Éloignez-vous, je vous en supplie. Vous êtes justement à la place. À quelle place? À la place même où il est tombé. Mon cher monsieur Bertuccio, dit Monte Cristo en riant, revenez à vous, je vous y engage. Nous ne sommes pas ici à Sartène ou à Corte. Ceci n'est point un maquis, mais un jardin anglais. Mal entretenu, j'en conviens, mais qu'il ne faut pas calomnier pour cela. Monsieur, ne restez pas là, je vous en supplie. Je crois que vous devenez fou, maître Bertuccio, dit froidement le comte. Si cela est, prévenez-moi, car je vous ferai enfermer dans quelque maison de santé avant qu'il n'arrive un malheur. Hélas, Excellence, dit Bertuccio, en secouant la tête et en joignant les mains avec une attitude qui eût fait rire le comte, si des pensées d'un intérêt supérieur ne l'eussent captivé en ce moment et rendu fort attentif aux moindres expansions de cette conscience timorée. Hélas, Excellence, le malheur est arrivé. Monsieur Bertuccio, dit le comte, je suis fort aise de vous dire que, tout en gesticulant, vous vous tordez les bras et que vous roulez des yeux comme un possédé du corps duquel le diable ne veut pas sortir. Or, j'ai presque toujours remarqué que le diable le plus entêté à rester à son poste, c'est un secret. Je vous savais corse, je vous savais sombre et ruminant toujours quelque vieille histoire de vendetta, et je vous passais cela en Italie, parce qu'en Italie ces sortes de choses sont de mise. Mais en France, on trouve généralement l'assassinat de fort mauvais goût. Il y a des gendarmes qui s'en occupent, des juges qui le condamnent et des échafauds qui le vengent. Bertuccio joignit les mains et, comme en exécutant ces différentes évolutions, il ne quittait point sa lanterne, la lumière éclaira son visage bouleversé. Monte Cristo l'examina du même œil qu'à Rome il avait examiné le supplice d'Andrea. Puis, d'un ton de voix qui fit courir un nouveau frisson par le corps du pauvre intendant, l'abbé Busoni m'avait donc menti, dit-il, lorsque, après son voyage en France, en 1829, il vous envoya vers moi, muni d'une lettre de recommandation, dans laquelle il me recommandait vos précieuses qualités. Eh bien, je vais écrire à l'abbé, je le rendrai responsable de son protégé, et je saurai sans doute ce que c'est que toute cette affaire d'assassinat.
Seulement je vous préviens, monsieur Bertuccio, que lorsque je vis dans un pays, j'ai l'habitude de me conformer à ses lois, et que je n'ai pas envie de me brouiller pour vous avec la justice de France. Oh, ne faites pas cela, Excellence, je vous ai servi fidèlement, n'est-ce pas s'écria Bertuccio au désespoir. J'ai toujours été honnête homme, et j'ai même, le plus que j'ai pu, fait de bonnes actions. Je ne dis pas non, reprit le comte, mais pourquoi diable êtes-vous agité de la sorte? C'est mauvais signe. Une conscience pure n'amène pas tant de pâleur sur les joues, tant de fièvre dans les mains d'un homme. Mais, monsieur le comte, reprit en hésitant Bertuccio, ne m'avez-vous pas dit vous-même que monsieur l'abbé Busoni, qui a entendu ma confession dans les prisons de Nîmes, vous avait prévenu, en m'envoyant chez vous, que j'avais un lourd reproche à me faire? Oui, mais comme il vous adressait à moi en me disant que vous feriez un excellent intendant, j'ai cru que vous aviez volé, voilà tout. Oh, monsieur le comte, fit Bertuccio avec mépris, ou que, comme vous étiez corse, vous n'aviez pu résister au désir de faire une peau, comme on dit dans le pays par antiphrase, quand au contraire on en défait une. Eh bien oui, monseigneur, oui, mon bon seigneur, c'est cela, s'écria Bertuccio en se jetant aux genoux du comte. Oui, c'est une vengeance, je le jure, une simple vengeance. Je comprends, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit cette maison justement qui vous galvanise à ce point. Mais monseigneur, n'est-ce pas bien naturel, reprit Bertuccio, puisque c'est dans cette maison que la vengeance s'est accomplie? Quoi? Ma maison? Oh, monseigneur, elle n'était pas encore à vous, répondit naïvement Bertuccio. Mais à qui donc était-elle? À monsieur le marquis de Saint Méran, nous a dit, je crois, le concierge. Que diable avez-vous donc à vous venger du marquis de Saint Méran? Oh, ce n'était pas lui, monseigneur, c'était un autre. Voilà une étrange rencontre, dit Monte Cristo, paraissant céder à ses réflexions. Que vous vous trouviez comme cela par hasard, sans préparation aucune, dans une maison où s'est passée une scène qui vous donne de si affreux remords. Monsieur, dit l'intendant, c'est la fatalité qui amène tout cela, j'en suis bien sûr. D'abord, vous achetez une maison juste à Auteuil. Cette maison est celle où j'ai commis un assassinat. Vous descendez au jardin juste par l'escalier où il est descendu. Vous vous arrêtez juste à l'endroit où il reçut le coup. À 2 pas sur ce platane était la fosse où il venait d'enterrer l'enfant. Tout cela n'est pas du hasard, non, car en ce cas, le hasard ressemblerait trop à la providence. Eh bien, voyons, monsieur le Corse, supposons que ce soit la providence. Je suppose toujours tout ce qu'on veut, moi. D'ailleurs, aux esprits malades, il faut faire des concessions. Voyons, rappelez vos esprits et racontez-moi cela. Je ne l'ai jamais raconté qu'une fois, et c'était à l'abbé Busoni. De pareilles choses, ajouta Bertuccio en secouant la tête, ne se disent que sous le sceau de la confession. Alors, mon cher Bertuccio, dit le comte, vous trouverez bon que je vous renvoie à votre confesseur. Vous vous ferez avec lui Chartreux ou Bernardin, et vous causerez de vos secrets. Mais moi, j'ai peur d'un hôte effrayé par de pareils fantômes. Je n'aime point que mes gens n'osent point se promener le soir dans mon jardin. Puis, je l'avoue, je serais peu curieux de quelque visite de commissaire de police. Car apprenez ceci, maître Bertuccio. En Italie, on ne paie la justice que si elle se tait, mais en France, on ne la paie au contraire que quand elle parle. Peste, je vous croyais bien un peu corse, beaucoup contrebandier, fort habile intendant, mais je vois que vous avez encore d'autres cordes à votre arc. Vous n'êtes plus à moi, monsieur Bertuccio. Oh, monseigneur, s'écria l'intendant, frappé de terreur à cette menace. Oh, s'il ne tient qu'à cela, que je demeure à votre service, je parlerai, je dirai tout, et si je vous quitte, eh bien, alors ce sera pour marcher à l'échafaud. C'est différent, alors, dit Monte Cristo. Mais si vous voulez mentir, réfléchissez-y. Mieux vaut que vous ne parliez pas du tout. Non, monsieur, je vous le jure sur le salut de mon âme, je vous dirai tout, car l'abbé Busoni lui-même n'a su qu'une partie de mon secret. Mais d'abord, je vous en supplie, éloignez-vous de ce platane. Tenez, la lune va blanchir ce nuage, et là, placé comme vous l'êtes, enveloppé de ce manteau qui me cache votre taille et qui ressemble à celui de M. de Villefort. Comment? S'écria Monte Cristo. C'est M. de Villefort? Votre Excellence le connaît? L'ancien procureur du roi de Nîmes? Oui. Qui avait épousé la fille du marquis de Saint Méran? Oui. Et qui avait dans le barreau la réputation du plus honnête, du plus sévère, du plus rigide magistrat? Eh bien, monsieur, s'écria Bertuccio, cet homme a la réputation irréprochable. Oui. C'était un infâme. Bah, dit Monte Cristo, impossible.
Cela est pourtant comme je vous l'ai dit. Ah, vraiment, dit Monte Cristo. Et vous en avez la preuve? Je l'avais, du moins. Et vous l'avez perdue, maladroit? Oui, mais en cherchant bien, on peut la retrouver. En vérité, dit le comte, contez-moi cela, monsieur Bertuccio, car cela commence véritablement à m'intéresser. Et le comte, en chantonnant un petit air de la Lucia, alla s'asseoir sur un banc, tandis que Bertuccio le suivait en rappelant ses souvenirs. Bertuccio resta debout devant lui. Chapitre 44. La vendetta. D'où monsieur le comte désire-t-il que je reprenne les choses demanda Bertuccio. Mais d'où vous voudrez, dit Monte Cristo, puisque je ne sais absolument rien. Je croyais cependant que monsieur l'abbé Busoni avait dit à votre excellence. Oui, quelques détails sans doute, mais 7 ou 8 ans ont passé là-dessus, et j'ai oublié tout cela. Alors je puis donc, sans crainte d'ennuyer votre excellence. Allez, monsieur Bertuccio, allez, vous me tiendrez lieu de journal du soir. Les choses remontent à 1815. Ah, ah, fit Monte Cristo, ce n'est pas hier 1815. Non, monsieur, et cependant, les moindres détails me sont aussi présents à la mémoire que si nous étions seulement au lendemain. J'avais un frère aîné, qui était au service de l'empereur. Il était devenu lieutenant dans un régiment composé entièrement de Corses. Ce frère était mon unique ami. Nous étions restés orphelins, moi à 5 ans, lui à 18. Il m'avait élevé comme si j'eusse été son fils. En 1814, sous les Bourbons, il s'était marié. L'empereur revint de l'île d'Elbe. Mon frère reprit aussitôt du service, et, blessé légèrement à Waterloo, il se retira avec l'armée derrière la Loire. Mais c'est l'histoire des 100 jours que vous me faites là, monsieur Bertuccio, dit le comte, et elle est déjà faite, si je ne me trompe. Excusez-moi, Excellence, mais ces premiers détails sont nécessaires, et vous m'avez promis d'être patient. Allez, allez, je n'ai qu'une parole. Un jour, nous reçûmes une lettre. Il faut vous dire que nous habitions le petit village de Rogliano, à l'extrémité du Cap Corse. Cette lettre était de mon frère. Il nous disait que l'armée était licenciée et qu'il revenait par Châteauroux, Clermont-Ferrand, Le Puy et Nîmes. Si j'avais quelque argent, il me priait de le lui faire tenir à Nîmes chez un aubergiste de notre connaissance, avec lequel j'avais quelques relations. De contrebande, reprit Monte Cristo. Eh mon Dieu, monsieur le comte, il faut bien vivre. Certainement. Continuez donc. J'aimais tendrement mon frère, je vous l'ai dit, Excellence. Aussi je résolus non pas de lui envoyer l'argent, mais de le lui porter moi-même. Je possédais 1 millier de francs, j'en laissai 500 à Assunta, c'était ma belle-sœur. Je pris les 500 autres, et je me mis en route pour Nîmes. C'était chose facile, j'avais ma barque, un chargement à faire en mer, tout secondait mon projet. Mais le chargement fait, le vent devint contraire, de sorte que nous fîmes 4 ou 5 jours sans pouvoir rentrer dans le Rhône. Enfin nous y parvîmes. Nous remontâmes jusqu'à Arles. Je laissai la barque entre Bellegarde et Beaucaire, et je pris le chemin de Nîmes. Nous arrivons, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Excusez-moi, mais, comme votre Excellence le verra, je ne lui dis que les choses absolument nécessaires. Or c'était le moment où avaient lieu les fameux massacres du Midi. Il y avait là 2 ou 3 brigands que l'on appelait Trestaillon, Truphemy et Grafane, qui égorgeaient dans les rues tous ceux qu'on soupçonnait de bonapartisme. Sans doute monsieur le comte a entendu parler de ces assassinats? Vaguement. J'étais fort loin de la France à cette époque. Continuez. En rentrant à Nîmes, on marchait littéralement dans le sang. À chaque pas, on rencontrait des cadavres. Les assassins, organisés par bandes, tuaient, pillaient et brûlaient. À la vue de ce carnage, un frisson me prit. Non pas pour moi, moi simple pêcheur corse, je n'avais pas grand-chose à craindre. Au contraire, ce temps-là, c'était notre bon temps, à nous autres contrebandiers. Mais pour mon frère soldat de l'Empire, revenant de l'armée de la Loire avec son uniforme et ses épaulettes, et qui par conséquent avait tout à craindre. Je courus chez mon aubergiste. Mes pressentiments ne m'avaient pas trompé. Mon frère était arrivé la veille à Nîmes, et à la porte même de celui à qui il venait demander l'hospitalité, il avait été assassiné. Je fis tout au monde pour connaître les meurtriers, mais personne n'osa me dire leur nom, tant ils étaient redoutés. Je songeai alors à cette justice française dont on m'avait tant parlé, qui ne redoute rien, elle, et je me présentai chez le procureur du roi. Et ce procureur du roi se nommait Villefort demanda négligemment Monte Cristo. Oui, Excellence, il venait de Marseille.
où il avait été substitut. Son zèle lui avait valu de l'avancement. Il était un des premiers, disait-on, qui eussent annoncé au gouvernement le débarquement de l'île d'Elbe. Donc, reprit Monte Cristo, vous vous présentâtes chez lui. Monsieur, lui dis-je, mon frère a été assassiné hier dans les rues de Nîmes. Je ne sais point par qui, mais c'est votre mission de le savoir. Vous êtes ici chef de la justice de venger ceux qu'elle n'a pas su défendre. Et qu'était votre frère demanda le procureur du roi. Lieutenant au bataillon corse. Un soldat de l'usurpateur, alors. Un soldat des armées françaises. Eh bien, répliqua-t-il, il s'est servi de l'épée et il a péri par l'épée. Vous vous trompez, monsieur, il a péri par le poignard. Que voulez-vous que j'y fasse répondit le magistrat. Mais je vous l'ai dit, je veux que vous le vengiez. Et de qui? De ces assassins. Est-ce que je les connais, moi? Faites-les chercher. Pourquoi faire? Votre frère aura eu quelque querelle et se sera battu en duel. Tous ces anciens soldats se portent à des excès qui leur réussissaient sous l'Empire, mais qui tournent mal pour eux maintenant. Or, nos gens du Midi n'aiment ni les soldats ni les excès. Monsieur, repris-je, ce n'est pas pour moi que je vous prie. Moi, je pleurerai ou je me vengerai, voilà tout. Mais mon pauvre frère avait une femme. S'il m'arrivait malheur à mon tour, cette pauvre créature mourrait de faim, car le travail seul de mon frère la faisait vivre. Obtenez pour elle une petite pension du gouvernement. Chaque révolution a ses catastrophes, répondit M. de Villefort. Votre frère a été victime de celle-ci, c'est un malheur, et le gouvernement ne doit rien à votre famille pour cela. Si nous avions à juger toutes les vengeances que les partisans de l'usurpateur ont exercées sur les partisans du roi, quand à leur tour ils disposaient du pouvoir, votre frère serait peut-être aujourd'hui condamné à mort. Ce qui s'accomplit est chose toute naturelle, car c'est la loi des représailles. Et quoi, monsieur, m'écriai-je, il est possible que vous me parliez ainsi, vous, un magistrat? Tous ces Corses sont fous, ma parole d'honneur, répondit M. de Villefort, et ils croient encore que leur compatriote est empereur. Vous vous trompez de temps, mon cher. Il fallait venir me dire cela il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est trop tard. Allez-vous-en donc, et si vous ne vous en allez pas, moi, je vais vous faire reconduire. Je le regardai un instant, pour voir si par une nouvelle supplication il y avait quelque chose à espérer. Cet homme était de pierre. Je m'approchai de lui. Eh bien, lui dis-je à demi-voix, puisque vous connaissez les Corses, vous devez savoir comment ils tiennent leur parole. Vous trouvez qu'on a bien fait de tuer mon frère, qui était bonapartiste parce que vous êtes royaliste? Vous? Eh bien moi, qui suis bonapartiste aussi, je vous déclare une chose, c'est que je vous tuerai vous. À partir de ce moment, je vous déclare la vendetta. Ainsi tenez-vous bien et gardez-vous de votre mieux, car la première fois que nous nous trouverons face à face, c'est que votre dernière heure sera venue. Et là-dessus, avant qu'il fût revenu de sa surprise, j'ouvris la porte et je m'enfuis. Ah, ah, dit Monte Cristo, avec votre honnête figure, vous faites de ces choses-là, monsieur Bertuccio, et à un procureur du roi encore. Fi donc, et savait-il au moins ce que cela voulait dire ce mot de vendetta? Il le savait si bien qu'à partir de ce moment, il ne sortit plus seul et se calfeutra chez lui, me faisant chercher partout. Heureusement, j'étais si bien caché qu'il ne put me trouver. Alors la peur le prit. Il trembla de rester plus longtemps à Nîmes. Il sollicita son changement de résidence, et comme c'était en effet un homme influent, il fut nommé à Versailles. Mais vous le savez, il n'y a pas de distance pour un Corse qui a juré de se venger de son ennemi, et sa voiture, si bien menée qu'elle fût, n'a jamais eu plus d'une demi-journée d'avance sur moi, qui cependant la suivis à pied. L'important n'était pas de le tuer. 100 fois, j'en avais trouvé l'occasion, mais il fallait le tuer sans être découvert, et surtout sans être arrêté. Désormais je ne m'appartenais plus. J'avais à protéger et à nourrir ma belle-sœur. Pendant 3 mois, je guettai M. de Villefort. Pendant 3 mois, il ne fit pas un pas, une démarche, une promenade, que mon regard ne le suivît là où il allait. Enfin je découvris qu'il venait mystérieusement à Auteuil. Je le suivis encore, et je le vis entrer dans cette maison où nous sommes. Seulement, au lieu d'entrer comme tout le monde par la grande porte de la rue, il venait soit à cheval, soit en voiture, laissait voiture et cheval à l'auberge, et entrait par cette petite porte que vous voyez là. Monte Cristo fit de la tête un signe qui prouvait qu'au milieu de l'obscurité, il distinguait en effet l'entrée indiquée par Bertuccio. Je n'avais plus besoin de rester à Versailles. Je me fixai à Auteuil et je m'informai.
Si je voulais le prendre, c'était évidemment là qu'il me fallait tendre mon piège. La maison appartenait, comme le concierge l'a dit à votre excellence, à M. de Saint-Méran, beau-père de Villefort. M. de Saint-Méran habitait Marseille. Par conséquent, cette campagne lui était inutile. Aussi disait-on qu'il venait de la louer à une jeune veuve que l'on ne connaissait que sous le nom de la baronne. En effet, un soir, en regardant par-dessus le mur, je vis une femme, jeune et belle, qui se promenait seule dans ce jardin, que nulle fenêtre étrangère ne dominait. Elle regardait fréquemment du côté de la petite porte, et je compris que ce soir-là, elle attendait M. de Villefort. Lorsqu'elle fut assez près de moi pour que malgré l'obscurité je pusse distinguer ses traits, je vis une belle jeune femme de 18 à 19 ans, grande et blonde. Comme elle était en simple peignoir et que rien ne gênait sa taille, je pus remarquer qu'elle était enceinte et que sa grossesse même paraissait avancée. Quelques moments après, on ouvrit la petite porte. Un homme entra. La jeune femme courut le plus vite qu'elle put à sa rencontre. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent tendrement et regardèrent ensemble la maison. Cet homme, c'était M. de Villefort. Je jugeai qu'en sortant, surtout s'il sortait la nuit, il devait traverser seul le jardin dans toute sa longueur. Et, demanda le comte, avez-vous su depuis le nom de cette femme? Non, Excellence, répondit Bertuccio. Vous allez voir que je n'eus pas le temps de l'apprendre. Continuez. Ce soir-là, reprit Bertuccio, j'aurais pu tuer peut-être le procureur du roi, mais je ne connaissais pas encore assez le jardin dans tous ses détails. Je craignis de ne pas le tuer raide, et si quelqu'un accourait à ses cris, de ne pouvoir fuir. Je remis la partie au prochain rendez-vous, et, pour que rien ne m'échappât, je pris une petite chambre donnant sur la rue que longeait le mur du jardin. 3 jours après, vers 7 heures du soir, je vis sortir de la maison un domestique à cheval qui prit au galop le chemin qui conduisait à la route de Sèvres. Je présumai qu'il allait à Versailles. Je ne me trompais pas. 3 heures après, l'homme revint tout couvert de poussière. Son message était terminé. 10 minutes après, un autre homme à pied, enveloppé d'un manteau, ouvrit la petite porte du jardin, qui se referma sur lui. Je descendis rapidement. Quoique je n'eusse pas vu le visage de Villefort, je le reconnus au battement de mon cœur. Je traversai la rue, je gagnai une borne placée à l'angle du mur et à l'aide de laquelle j'avais regardé une première fois dans le jardin. Cette fois, je ne me contentai pas de regarder. Je tirai mon couteau de ma poche, je m'assurai que la pointe était bien affilée, et je sautai par-dessus le mur. Mon premier soin fut de courir à la porte. Il avait laissé la clef en dedans, en prenant la simple précaution de donner un double tour à la serrure. Rien n'entravait donc ma fuite de ce côté-là. Je me mis à étudier les localités. Le jardin formait un carré long. Une pelouse de fin gazon anglais s'étendait au milieu. Aux angles de cette pelouse étaient des massifs d'arbres au feuillage touffu et tout entremêlé de fleurs d'automne. Pour se rendre de la maison à la petite porte, ou de la petite porte à la maison, soit qu'il entrât, soit qu'il sortît, M. de Villefort était obligé de passer près d'un de ces massifs. On était à la fin de septembre. Le vent soufflait avec force. Un peu de lune pâle, et voilée à chaque instant par de gros nuages qui glissaient rapidement au ciel, blanchissait le sable des allées qui conduisaient à la maison, mais ne pouvait percer l'obscurité de ces massifs touffus dans lesquels un homme pouvait demeurer caché sans qu'il y eût crainte qu'on ne l'aperçût. Je me cachai dans celui le plus près duquel devait passer Villefort. À peine y étais-je qu'au milieu des bouffées de vent qui courbaient les arbres au-dessus de mon front, je crus distinguer comme des gémissements. Mais vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, monsieur le comte, que celui qui attend le moment de commettre un assassinat croit toujours entendre pousser des cris sourds dans l'air. 2 heures s'écoulèrent pendant lesquelles, à plusieurs reprises, je crus entendre les mêmes gémissements. Minuit sonna. Comme le dernier son vibrait encore, lugubre et retentissant, j'aperçus une lueur illuminant les fenêtres de l'escalier dérobé par lequel nous sommes descendus tout à l'heure. La porte s'ouvrit, et l'homme au manteau reparut. C'était le moment terrible, mais depuis si longtemps, je m'étais préparé à ce moment que rien en moi ne faiblit. Je tirai mon couteau, je l'ouvris et me tins prêt. L'homme au manteau vint droit à moi, mais à mesure qu'il avançait dans l'espace découvert, je croyais remarquer qu'il tenait une arme de la main droite. J'eus peur, non pas d'une lutte, mais d'un insuccès.
Lorsqu'il fut à quelques pas de moi seulement, je reconnus que ce que j'avais pris pour une arme n'était autre chose qu'une bêche. Je n'avais pas encore pu deviner dans quel but M. de Villefort tenait une bêche à la main. Lorsqu'il s'arrêta sur la lisière du massif, jeta un regard autour de lui et se mit à creuser un trou dans la terre. Ce fut alors que je m'aperçus qu'il y avait quelque chose dans son manteau, qu'il venait de déposer sur la pelouse pour être libre de ses mouvements. Alors je l'avoue, un peu de curiosité se glissa dans ma haine. Je voulus voir ce que venait faire là Villefort. Je restai immobile, sans haleine, j'attendis. Puis, une idée m'était venue, qui se confirma en voyant le procureur du roi tirer de son manteau un petit coffre long de 2 pieds et large de 6 à 8 pouces. Je le laissai déposer le coffre dans le trou, sous lequel il repoussa la terre. Puis, sur cette terre fraîche, il appuya ses pieds pour faire disparaître la trace de l'œuvre nocturne. Je m'élançai alors sur lui, et je lui enfonçai mon couteau dans la poitrine en lui disant « Je suis Giovanni Bertuccio, ta mort pour mon frère, ton trésor pour sa veuve, tu vois bien que ma vengeance est plus complète que je ne l'espérais. » Je ne sais s'il entendit ces paroles. Je ne le crois pas, car il tomba sans pousser un cri. Je sentis les flots de son sang rejaillir brûlants sur mes mains et sur mon visage. Mais j'étais ivre, j'étais en délire. Ce sang me rafraîchissait au lieu de me brûler. En une seconde, j'eus déterré le coffret à l'aide de la bêche, puis, pour qu'on ne vît pas que je l'avais enlevé, je comblai à mon tour le trou, je jetai la bêche par-dessus le mur, je m'élançai par la porte, que je fermai à double tour en dehors et dont j'emportai la clef. « Bon, dit Monte Cristo, c'était à ce que je vois un petit assassinat doublé de vol. »« Non, Excellence, répondit Bertuccio, c'était une vendetta suivie de restitution. »« Et la somme était ronde, au moins? Ce n'était pas de l'argent. »« Ah oui, je me rappelle, dit Monte Cristo. N'avez-vous pas parlé d'un enfant? Justement, Excellence, je courus jusqu'à la rivière, je m'assis sur le talus, et, pressé de savoir ce que contenait le coffre, je fis sauter la serrure avec mon couteau. Dans un lange de fine batiste était enveloppé un enfant qui venait de naître. Son visage empourpré, ses mains violettes annonçaient qu'il avait dû succomber à une asphyxie causée par des ligaments naturels roulés autour de son cou. Cependant, comme il n'était pas froid encore, j'hésitai à le jeter dans cette eau qui coulait à mes pieds. En effet, au bout d'un instant, je crus sentir un léger battement vers la région du cœur. Je dégageai son cou du cordon qui l'enveloppait, et, comme j'avais été infirmier à l'hôpital de Bastia, je fis ce qu'aurait pu faire un médecin en pareille circonstance, c'est-à-dire que je lui insufflai courageusement de l'air dans les poumons, qu'après un quart d'heure d'efforts inouïs, je le vis respirer, et j'entendis un cri s'échapper de sa poitrine. À mon tour, je jetai un cri, mais un cri de joie. Dieu ne me maudit donc pas, me dis-je, puisqu'il permet que je rende la vie à une créature humaine en échange de la vie que j'ai ôtée à une autre. « Et que fîtes-vous de cet enfant » demanda Monte Cristo. C'était un bagage assez embarrassant pour un homme qui avait besoin de fuir. Aussi n'eus-je point un instant l'idée de le garder, mais je savais qu'il existait à Paris un hospice où on reçoit ces pauvres créatures. En passant à la barrière, je déclarai avoir trouvé cet enfant sur la route, et je m'informai. Le coffre était là qui faisait foi. Les langes de batiste indiquaient que l'enfant appartenait à des parents riches. Le sang dont j'étais couvert pouvait aussi bien appartenir à l'enfant qu'à tout autre individu. On ne me fit aucune objection, on m'indiqua l'hospice qui était situé tout au bout de la rue d'Enfer, et, après avoir pris la précaution de couper le lange en deux, de manière qu'une des 2 lettres qui le marquaient continuât d'envelopper le corps de l'enfant, je déposai mon fardeau dans le tour, je sonnai et je m'enfuis à toutes jambes. 15 jours après, j'étais de retour à Rogliano, et je disais à Assunta, « Console-toi, ma sœur, Israël est mort, mais je l'ai vengé. » Alors elle me demanda l'explication de ces paroles, et je lui racontai tout ce qui s'était passé. « Giovanni, me dit Assunta, tu aurais dû rapporter cet enfant. Nous lui eussions tenu lieu des parents qu'il a perdus. Nous l'eussions appelé Benedetto, et en faveur de cette bonne action, Dieu nous eût bénis effectivement. » Pour toute réponse, je lui donnai la moitié de l'ange que j'avais conservé, afin de faire réclamer l'enfant si nous étions plus riches. « Et de quelle lettre était marqué ce lange » demanda Monte Cristo. « D'un H et d'un N surmonté d'un tortil de baron. »« Je crois, Dieu me pardonne, que vous vous servez de termes de blason, monsieur Bertuccio. Où diable avez-vous fait vos études héraldiques ?»« À votre service, monsieur le comte.
où l'on apprend toutes choses. Continuez, je suis curieux de savoir deux choses. Lesquelles, monseigneur? Ce que devint ce petit garçon? Ne m'avez-vous pas dit que c'était un petit garçon, monsieur Bertuccio? Non, Excellence, je ne me rappelle pas avoir parlé de cela. Ah, je croyais avoir entendu. Je me serais trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé, car c'était effectivement un petit garçon. Mais votre Excellence désirait, disait-elle, savoir deux choses. Quelle est la seconde? La seconde était le crime dont vous étiez accusé quand vous demandâtes un confesseur, et que l'abbé Busoni alla vous trouver sur cette demande dans la prison de Nîmes. Peut-être ce récit sera-t-il bien long, Excellence. Qu'importe, il est 10 heures à peine. Vous savez que je ne dors pas, et je suppose que de votre côté, vous n'avez pas grande envie de dormir. Bertuccio s'inclina et reprit sa narration. Fin de la première partie du chapitre 44. Deuxième partie du chapitre 44 du comte de Monte Cristo. Moitié pour chasser les souvenirs qui m'assiégeaient, moitié pour subvenir aux besoins de la pauvre veuve, je me remis avec ardeur à ce métier de contrebandier, devenu plus facile par le relâchement des lois qui suit toujours les révolutions. Les côtes du Midi, surtout, étaient mal gardées, à cause des émeutes éternelles qui avaient lieu, tantôt à Avignon, tantôt à Nîmes, tantôt à Uzès. Nous profitâmes de cette espèce de trêve qui nous était accordée par le gouvernement pour lier des relations avec tout le littoral. Depuis l'assassinat de mon frère dans les rues de Nîmes, je n'avais pas voulu rentrer dans cette ville. Il en résulta que l'aubergiste avec lequel nous faisions des affaires, voyant que nous ne voulions plus venir à lui, était venu à nous et avait fondé une succursale de son auberge sur la route de Bellegarde à Beaucaire, à l'enseigne du pont du Gard. Nous avions ainsi, soit du côté d'Aigues-Mortes, soit aux Martigues, soit à Bouc, une dizaine d'entrepôts où nous déposions nos marchandises et où, au besoin, nous trouvions un refuge contre les douaniers et les gendarmes. C'est un métier qui rapporte beaucoup que celui de contrebandier, lorsqu'on y applique une certaine intelligence secondée par quelque vigueur. Quant à moi, je vivais dans les montagnes, ayant maintenant une double raison de craindre gendarmes et douaniers, attendu que toute comparution devant les juges pouvait amener une enquête, et cette enquête est toujours une excursion dans le passé, et que dans mon passé à moi, on pouvait rencontrer maintenant quelque chose de plus grave que des cigares entrés en contrebande ou des barils d'eau-de-vie circulant sans laisser passer. Aussi, préférant 1000 fois la mort à une arrestation, j'accomplissais des choses étonnantes et qui, plus d'une fois, me donnèrent cette preuve que le trop grand soin que nous prenons de notre corps est à peu près le seul obstacle à la réussite de ceux de nos projets qui ont besoin d'une décision rapide et d'une exécution vigoureuse et déterminée. En effet, une fois qu'on a fait le sacrifice de sa vie, on n'est plus l'égal des autres hommes, ou plutôt, les autres hommes ne sont plus vos égaux, et quiconque a pris cette résolution sent, à l'instant même, décupler ses forces et s'agrandir son horizon. De la philosophie, monsieur Bertuccio, interrompit le comte. Mais vous avez donc fait un peu de tout dans votre vie? Oh, pardon, Excellence. Non, non, c'est que la philosophie, à 10h30 du soir, c'est un peu tard. Mais je n'ai pas d'autre observation à faire, attendu que je la trouve exacte, ce qu'on ne peut pas dire de toutes les philosophies. Mes courses devinrent donc de plus en plus étendues, de plus en plus fructueuses. Assunta était ménagère, et notre petite fortune s'arrondissait. Un jour que je partais pour une course, « Va, dit-elle, et à ton retour je te ménage une surprise. » Je l'interrogeai inutilement, elle ne voulut rien me dire, et je partis. La course dura près de 6 semaines. Nous avions été à Lucques charger de l'huile et à Livourne prendre des cotons anglais. Notre débarquement se fit sans événement contraire. Nous réalisâmes nos bénéfices et nous revînmes tout joyeux. En rentrant dans la maison, la première chose que je vis à l'endroit le plus apparent de la chambre d'Assunta, dans un berceau somptueux relativement au reste de l'appartement, fut un enfant de 7 à 8 mois. Je jetai un cri de joie. Les seuls moments de tristesse que j'eusse éprouvés depuis l'assassinat du procureur du roi m'avaient été causés par l'abandon de cet enfant. Il va sans dire que de remords de l'assassinat lui-même, je n'en avais point eu. La pauvre Assunta avait tout deviné. Elle avait profité de mon absence, et munie de la moitié du lange, ayant inscrit, pour ne point l'oublier, le jour et l'heure précis où l'enfant avait été déposé à l'hospice, elle était partie pour Paris et avait été elle-même le réclamer. Aucune objection ne lui avait été faite, et l'enfant lui avait été remis.
Ah, j'avoue, monsieur le comte, qu'en voyant cette pauvre créature dormant dans son berceau, ma poitrine se gonfla, et que des larmes sortirent de mes yeux. En vérité, Assunta, m'écriai-je, tu es une digne femme, et la Providence te bénira. Ceci, dit Monte Cristo, est moins exact que votre philosophie. Il est vrai que ce n'est que la foi. Hélas, Excellence, reprit Bertuccio, vous avez bien raison, et ce fut cet enfant lui-même que Dieu chargea de ma punition. Jamais nature plus perverse ne se déclara plus prématurément. Et cependant, on ne dira pas qu'il fut mal élevé, car ma sœur le traitait comme le fils d'un prince. C'était un garçon d'une figure charmante, avec des yeux d'un bleu clair comme ces tons de faïence chinoise qui s'harmonisent si bien avec le blanc laiteux du ton général. Seulement, ses cheveux d'un blond trop vif donnaient à sa figure un caractère étrange, qui doublait la vivacité de son regard et la malice de son sourire. Malheureusement, il y a un proverbe qui dit que le roux est tout bon ou tout mauvais. Le proverbe ne mentit pas pour Benedetto, et dès sa jeunesse, il se montra tout mauvais. Il est vrai aussi que la douceur de sa mère encouragea ses premiers penchants. L'enfant, pour qui ma pauvre sœur allait au marché de la ville, situé à 4 ou 5 lieues de là, acheter les premiers fruits et les sucreries les plus délicates, préférait aux oranges de Palma et aux conserves de Gênes les châtaignes volées aux voisins, en franchissant les haies ou les pommes séchées dans son grenier, tandis qu'il avait à sa disposition les châtaignes et les pommes de notre verger. Un jour, Benedetto pouvait avoir 5 ou 6 ans, le voisin Vassilio, qui, selon les habitudes de notre pays, n'enfermait ni sa bourse ni ses bijoux, car monsieur le comte le sait aussi bien que personne, en Corse il n'y a pas de voleurs. Le voisin Vassilio se plaignit à nous qu'un louis avait disparu de sa bourse. On crut qu'il avait mal compté, mais lui prétendait être sûr de son fait. Ce jour-là, Benedetto avait quitté la maison dès le matin, et c'était une grande inquiétude chez nous lorsque le soir nous le vîmes revenir traînant un singe qu'il avait trouvé, disait-il, tout enchaîné au pied d'un arbre. Depuis 1 mois, la passion du méchant de l'enfant, qui ne savait quelle chose s'imaginer, était d'avoir un singe. Un bateleur qui était passé à Rogliano et qui avait plusieurs de ces animaux dont les exercices l'avaient fort réjoui, lui avait inspiré sans doute cette malheureuse fantaisie. On ne trouve pas de singe dans nos bois, lui dis-je, et surtout de singe enchaîné. Avoue-moi donc comment tu t'es procuré celui-ci. Benedetto soutint son mensonge, et l'accompagna de détails qui faisaient plus d'honneur à son imagination qu'à sa véracité. Je m'irritai, il se mit à rire. Je le menaçai, il fit 2 pas en arrière. « Tu ne peux pas me battre, dit-il. Tu n'en as pas le droit, tu n'es pas mon père. » Nous ignorâmes toujours qui lui avait révélé ce fatal secret, que nous lui avons caché cependant avec tant de soin. Quoi qu'il en soit, cette réponse, dans laquelle l'enfant se révéla tout entier, m'épouvanta presque. Mon bras levé retomba effectivement sans toucher le coupable. L'enfant triompha, et cette victoire lui donna une telle audace qu'à partir de ce moment, tout l'argent d'Assunta, dont l'amour semblait augmenter pour lui à mesure qu'il en était moins digne, passa en caprice qu'elle ne savait pas combattre, en folie qu'elle n'avait pas le courage d'empêcher. Quand j'étais à Rogliano, les choses marchaient encore assez convenablement, mais dès que j'étais parti, c'était Benedetto qui était devenu le maître de la maison, et tout tournait à mal. Âgé de 11 ans à peine, tous ses camarades étaient choisis parmi des jeunes gens de 18 ou 20 ans, les plus mauvais sujets de Bastia et de Corte, et déjà, pour quelques espiègleries qui méritaient un nom plus sérieux, la justice nous avait donné des avertissements. Je fus effrayé. Toute information pouvait avoir des suites funestes. J'allais justement être forcé de m'éloigner de la Corse pour une expédition importante. Je réfléchis longtemps, et dans le pressentiment d'éviter quelque malheur, je me décidai à emmener Benedetto avec moi. J'espérais que la vie active et rude de contrebandier, la discipline sévère du bord, changerait ce caractère prêt à se corrompre, s'il n'était pas déjà affreusement corrompu. Je tirai donc Benedetto à part et lui fis la proposition de me suivre, en entourant cette proposition de toutes les promesses qui peuvent séduire un enfant de 12 ans. Il me laissa aller jusqu'au bout, et lorsque j'eus fini, éclatant de rire, « Êtes-vous fou, mon oncle ?» dit-il. Il m'appelait ainsi quand il était de belle humeur. « Moi, changer la vie que je mène contre celle que vous menez, ma bonne et excellente paresse contre l'horrible travail que vous vous êtes imposé. Passer la nuit au froid, le jour au chaud, se cacher sans cesse quand on se montre recevoir des coups de fusil, et tout cela pour gagner un peu d'argent. L'argent, j'en ai tant que j'en veux,
Mère Assunta m'en donne quand je lui en demande. Vous voyez donc bien que je serais un imbécile si j'acceptais ce que vous me proposez. » J'étais stupéfait de cette audace et de ce raisonnement. Benedetto retourna jouer avec ses camarades, et je le vis de loin me montrant à eux comme un idiot. « Charmant enfant » murmura Monte Cristo. « Oh, s'il eût été à moi, répondit Bertuccio, s'il eût été mon fils, ou tout au moins mon neveu, je l'eusse bien ramené au droit sentier, car la conscience donne la force. Mais l'idée que j'allais battre un enfant dont j'avais tué le père me rendait toute correction impossible. Je donnai de bons conseils à ma sœur, qui dans nos discussions prenait sans cesse la défense du petit malheureux, et comme elle m'avoua que plusieurs fois des sommes assez considérables lui avaient manqué, je lui indiquai un endroit où elle pouvait cacher notre petit trésor. Quant à moi, ma résolution était prise. Benedetto savait parfaitement lire, écrire et compter, car lorsqu'il voulait s'annoncer par hasard au travail, il apprenait en un jour ce que les autres apprenaient en une semaine. Ma résolution, dis-je, était prise. Je devais l'engager comme secrétaire sur quelque navire au long cours, et sans le prévenir de rien, le faire prendre un beau matin et le faire transporter à bord. De cette façon, en le recommandant au capitaine, tout son avenir dépendait de lui. Ce plan arrêté, je partis pour la France. Toutes nos opérations devaient cette fois s'exécuter dans le golfe du Lion, et ces opérations devenaient de plus en plus difficiles, car nous étions en 1829. La tranquillité était parfaitement rétablie, et par conséquent, le service des côtes était redevenu plus régulier et plus sévère que jamais. Cette surveillance était encore augmentée momentanément par la foire de Beaucaire, qui venait de s'ouvrir. Les commencements de notre expédition s'exécutèrent sans encombre. Nous amarrâmes notre barque, qui avait un double fond dans lequel nous cachions nos marchandises de contrebande, au milieu d'une quantité de bateaux qui bordaient les deux rives du Rhône, depuis Beaucaire jusqu'à Arles. Arrivés là, nous commençâmes à décharger nuitamment nos marchandises prohibées, et à les faire passer dans la ville par l'intermédiaire des gens qui étaient en relation avec nous, ou des aubergistes chez lesquels nous faisions des dépôts. Soit que la réussite nous eût rendus imprudents, soit que nous ayons été trahis, un soir vers les 5 heures de l'après-midi, comme nous allions nous mettre à goûter, notre petit mousse accourut tout effaré en disant qu'il avait vu une escouade de douaniers se diriger de notre côté. Ce n'était pas précisément l'escouade qui nous effrayait. À chaque instant, surtout dans ce moment-là, des compagnies entières rôdaient sur les bords du Rhône. Mais c'étaient les précautions qu'au dire de l'enfant, cette escouade prenait pour ne pas être vue. En un instant, nous fûmes sur pied, mais il était déjà trop tard. Notre barque, évidemment l'objet des recherches, était entourée. Parmi les douaniers, je remarquai quelques gendarmes, et, aussi timide à la vue de ceux-ci que j'étais brave ordinairement à la vue de tout autre corps militaire, je descendis dans la cale, et, me glissant par un sabord, je me laissai couler dans le fleuve. Puis je nageai entre deux eaux, ne respirant qu'à de longs intervalles, si bien que je gagnai sans être vu une tranchée que l'on venait de faire, et qui communiquait du Rhône au canal qui se rend de Beaucaire à Aigues-Mortes. Une fois arrivé là, j'étais sauvé, car je pouvais suivre sans être vu cette tranchée. Je gagnai donc le canal sans accident. Ce n'était pas par hasard et sans préméditation que j'avais suivi ce chemin. J'ai déjà parlé à votre excellence d'un aubergiste de Nîmes qui avait établi sur la route de Bellegarde à Beaucaire une petite hôtellerie. Oui, dit Monte Cristo, je me souviens parfaitement. Ce digne homme, si je me trompe, était même votre associé. C'est cela, répondit Bertuccio, mais depuis 7 ou 8 ans, il avait cédé son établissement à un ancien tailleur de Marseille qui, après s'être ruiné dans son état, avait voulu essayer de faire fortune dans un autre. Il va sans dire que les petits arrangements que nous avions faits avec le premier propriétaire furent maintenus avec le second. C'était donc à cet homme que je comptais demander asile. « Et comment se nommait cet homme » demanda le comte, qui paraissait commencer à reprendre quelque intérêt au récit de Bertuccio. « Il s'appelait Gaspard Caderousse. Il était marié à une femme du village de la Carconte, et que nous ne connaissions pas sous un autre nom que celui de son village. C'était une pauvre femme atteinte de la fièvre des marais, qui s'en allait mourant de langueur. Quant à l'homme, c'était un robuste gaillard de 40 à 45 ans, qui plus d'une fois nous avait, dans des circonstances difficiles, donné des preuves de sa présence d'esprit et de son courage. « Et vous dites, demanda Monte Cristo, que ces choses se passaient vers l'année 1829, monsieur le comte. En quel mois? Au mois de juin. Au commencement ou la fin? C'était le 3 au soir. Ah, fit Monte Cristo,
Le 3 juin 1829. Bien, continuez. C'était donc à Caderousse que je comptais demander asile. Mais, comme d'habitude, et même dans les circonstances ordinaires, nous n'entrions pas chez lui par la porte qui donnait sur la route. Je résolus de ne pas déroger à cette coutume. J'enjambai la haie du jardin, je me glissai en rampant à travers les oliviers rabougris et les figuiers sauvages, et je gagnai, dans la crainte que Caderousse n'eût quelque voyageur dans son auberge, une espèce de soupente dans laquelle plus d'une fois j'avais passé la nuit, aussi bien que dans le meilleur lit. Cette soupente n'était séparée de la salle commune du rez-de-chaussée de l'auberge que par une cloison en planches dans laquelle des jours avaient été ménagés à notre intention, afin que de là nous puissions guetter le moment opportun de faire reconnaître que nous étions dans le voisinage. Je comptais, si Caderousse était seul, le prévenir de mon arrivée, achever chez lui le repas interrompu par l'apparition des douaniers, et profiter de l'orage qui se préparait pour regagner les bords du Rhône et m'assurer de ce qu'était devenue la barque et ceux qui la montaient. Je me glissai donc dans la soupente, et bien m'en pris, car à ce moment même Caderousse rentrait chez lui avec un inconnu. Je me tins coi, et j'attendis, non point dans l'intention de surprendre les secrets de mon hôte, mais parce que je ne pouvais faire autrement. D'ailleurs, 10 fois, même chose était déjà arrivée. L'homme qui accompagnait Caderousse était évidemment étranger au midi de la France. C'était un de ces négociants forains qui viennent vendre des bijoux à la foire de Beaucaire et qui, pendant un mois que dure cette foire, où affluent des marchands et des acquéreurs de toutes les parties de l'Europe, font quelquefois 100 ou 150 000 francs d'affaires. Caderousse entra vivement et le premier. Puis, voyant la salle d'en bas vide comme d'habitude, et simplement gardée par son chien, il appela sa femme. « Et la Carconte, dit-il, ce digne homme de prêtre ne nous avait pas trompés, le diamant était bon. » Une exclamation joyeuse se fit entendre, et presque aussitôt l'escalier craqua sous un pas alourdi par la faiblesse et la maladie. « Qu'est-ce que tu dis » demanda la femme, plus pâle qu'une morte. « Je dis que le diamant était bon, que voilà monsieur, un des premiers bijoutiers de Paris, qui est prêt à nous en donner 50 000 francs. Seulement, pour être sûr que le diamant est bien à nous, il demande que tu lui racontes, comme je l'ai déjà fait, de quelle façon miraculeuse le diamant est tombé entre nos mains. En attendant, monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, et comme le temps est lourd, je vais aller chercher de quoi vous rafraîchir. » Le bijoutier examinait avec attention l'intérieur de l'auberge et la pauvreté bien visible de ceux qui allaient lui vendre un diamant qui semblait sortir de l'écrin d'un prince. « Racontez, madame, dit-il, voulant sans doute profiter de l'absence du mari pour qu'aucun signe de la part de celui-ci n'influençât la femme, et pour voir si les deux récits cadreraient bien l'un avec l'autre. « Eh mon Dieu, dit la femme avec volubilité, c'est une bénédiction du ciel à laquelle nous étions loin de nous attendre. Imaginez-vous, mon cher monsieur, que mon mari a été lié, en 1814 ou 1815, avec un marin nommé Edmond Dantès, ce pauvre garçon que Caderousse avait complètement oublié, ne l'a pas oublié lui, et lui a laissé en mourant le diamant que vous venez de voir. »« Mais comment était-il devenu possesseur de ce diamant ?» demanda le bijoutier. « Il l'avait donc avant d'entrer en prison ?»« Non, monsieur, répondit la femme, mais en prison il l'a fait, à ce qu'il paraît, la connaissance d'un Anglais très riche. Et comme en prison son compagnon de chambre est tombé malade et que Dantès en prit les mêmes soins que si c'était son frère, l'Anglais, en sortant de captivité, laissa au pauvre Dantès, qui, moins heureux que lui, est mort en prison, ce diamant qu'il nous a légué à son tour en mourant, et qu'il a chargé le digne abbé qui est venu ce matin de nous remettre. »« C'est bien la même chose, » murmura le bijoutier, « et au bout du compte, l'histoire peut être vraie, tout invraisemblable qu'elle paraisse au premier abord. Il n'y a donc que le prix sur lequel nous ne sommes pas d'accord. »« Comment pas d'accord » dit Caderousse. « Je croyais que vous aviez consenti au prix que j'en demandais. »« C'est-à-dire, reprit le bijoutier, que j'en ai offert 40 000 francs. »« 40 000 s'écria la Carconte. « Nous ne le donnerons certainement pas à pour ce prix-là. L'abbé nous a dit qu'il valait 50 000 francs, et sans la monture encore. »« Et comment se nommait cet abbé » demanda l'infatigable questionneur. « L'abbé Busoni, » répondit la femme. « C'était donc un étranger ?»« C'était un Italien des environs de Mantoue, je crois. »« Montrez-moi ce diamant, » reprit le bijoutier, « que je le revoie une seconde fois. Souvent on juge mal les pierres à une première vue. » Caderousse tira de sa poche un petit étui de chagrin noir, l'ouvrit et le passa au bijoutier. À la vue du diamant, qui était gros comme une petite noisette, je me le rappelle comme si je le voyais encore, les yeux de la Carconte étincelèrent de cupidité.
Et que pensez-vous de tout cela, monsieur l'écouteur aux portes demanda Monte Cristo. Ajoutiez-vous foi à cette belle fable? Oui, Excellence, je ne regardais pas Caderousse comme un méchant homme, et je le croyais incapable d'avoir commis un crime ou même un vol. Cela fait plus honneur à votre cœur qu'à votre expérience, monsieur Bertuccio. Aviez-vous connu cet Edmond Dantès dont il était question? Non, Excellence, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'alors, et je n'en ai jamais entendu parler depuis qu'une seule fois par l'abbé Busoni lui-même, quand je le vis dans les prisons de Nîmes. Bien, continuez. Le bijoutier prit la bague des mains de Caderousse et tira de sa poche une petite pince en acier et une petite paire de balances de cuivre. Puis, écartant les crampons d'or qui retenaient la pierre dans la bague, il fit sortir le diamant de son alvéole et le pesa minutieusement dans les balances. J'irai jusqu'à 45 000 francs, dit-il, mais je ne donnerai pas un sou avec. D'ailleurs, comme c'était ce que valait le diamant, j'ai pris juste cette somme sur moi. Oh, qu'à cela ne tienne, dit Caderousse, je retournerai avec vous à Beaucaire pour chercher les 5 autres 1000 francs. Non, dit le bijoutier, en rendant l'anneau et le diamant à Caderousse. Non, cela ne vaut pas davantage. Et encore, je suis fâché d'avoir offert cette somme, attendu qu'il y a dans la pierre un défaut que je n'avais pas vu d'abord. Mais n'importe, je n'ai qu'une parole. J'ai dit 45 000 francs, je ne m'en dédis pas. Au moins remettez le diamant dans la bague, dit aigrement la carconte. C'est juste, dit le bijoutier, et il replaça la pierre dans le chaton. Bon, bon, dit Caderousse, remettant l'étui dans sa poche. On le vendra à un autre. Oui, reprit le bijoutier, mais un autre ne sera pas si facile que moi. Un autre ne se contentera pas des renseignements que vous m'avez donnés. Il n'est pas naturel qu'un homme comme vous possède un diamant de 50 000 francs. Il ira prévenir les magistrats. Il faudra retrouver l'abbé Busoni, et les abbés qui donnent des diamants de 2000 louis sont rares. La justice commencera par mettre la main dessus, on vous enverra en prison, et si vous êtes reconnu innocent, qu'on vous mette dehors après 3 ou 4 mois de captivité, la bague se sera égarée au greffe, où l'on vous donnera une pierre fausse qui vaudra 3 francs au lieu d'un diamant qui en vaut 50 000. 55 000 peut-être, mais que vous en conviendrez, mon brave homme, on court certains risques à acheter. Caderousse et sa femme s'interrogèrent du regard. Non, dit Caderousse, nous ne sommes pas assez riches pour perdre 5000 francs. Comme vous voudrez, mon ami, dit le bijoutier. J'avais cependant, comme vous le voyez, apporté de la belle monnaie. Et il tira d'une de ses poches une poignée d'or qu'il fit briller aux yeux éblouis de l'aubergiste et de l'autre un paquet de billets de banque. Un rude combat se livrait visiblement dans l'esprit de Caderousse. Il était évident que ce petit étui de chagrin qu'il tournait et retournait dans sa main ne lui paraissait pas correspondre comme valeur à la somme énorme qui fascinait ses yeux. Il se retourna vers sa femme. Qu'en dis-tu lui demanda-t-il tout bas. Donne, donne, dit-elle. S'il retourne à Beaucaire sans le diamant, il nous dénoncera. Et comme il le dit, qui sait si nous pourrons jamais remettre la main sur l'abbé Busoni. Eh bien, soit, dit Caderousse. Prenez donc le diamant pour 45 000 francs, mais ma femme veut une chaîne d'or et moi une paire de boucles d'argent. Le bijoutier tira de sa poche une boîte longue et plate qui contenait plusieurs échantillons des objets demandés. Tenez, dit-il, je suis rond en affaires, choisissez. La femme choisit une chaîne d'or qui pouvait valoir 5 louis, et le mari une paire de boucles qui pouvait valoir 15 francs. J'espère que vous ne vous plaindrez pas, dit le bijoutier. L'abbé avait dit qu'il valait 50 000 francs, murmura Caderousse. Allons, allons, donnez donc. Quel homme terrible, reprit le bijoutier, en lui tirant des mains le diamant. Je lui compte 45 000 francs, 2500 livres de rente, c'est-à-dire une fortune comme je voudrais bien en avoir une moi, et il n'est pas encore content. Et les 45 000 francs demanda Caderousse d'une voix rauque. Voyons, où sont-ils? Les voilà, dit le bijoutier. Et il compta sur la table 15 000 francs en or et 30 000 francs en billets de banque. Attendez que j'allume la lampe, dit la carconte. Il n'y fait plus clair et on pourrait se tromper. En effet, la nuit était venue pendant cette discussion, et avec la nuit, l'orage qui menaçait depuis une demi-heure. On entendait gronder sourdement le tonnerre dans le lointain, mais ni le bijoutier, ni Caderousse, ni la carconte ne paraissaient s'en occuper, possédés qu'ils étaient tous les trois du démon du gain. Moi-même, j'éprouvais une étrange fascination à la vue de tout cet or et de tous ces billets. Il me semblait que je faisais un rêve, et, comme il arrive dans un rêve, je me sentais enchaîné à ma place. Caderousse compta et recompta l'or et les billets, puis il les passa à sa femme, qui les compta et recompta à son tour.
Pendant ce temps, le bijoutier faisait miroiter le diamant sous les rayons de la lampe, et le diamant jetait des éclairs qui lui faisaient oublier ceux qui, précurseurs de l'orage, commençaient à enflammer les fenêtres. Eh bien, le comte y est-il demanda le bijoutier. Oui, dit Caderousse. Donne le portefeuille et cherche un sac, Carconte. La Carconte alla à une armoire et revint apportant un vieux portefeuille de cuir, duquel on tira quelques lettres graisseuses à la place desquelles on remit les billets, et dans un sac dans lequel étaient enfermés 2 ou 3 écus de 6 livres qui composaient probablement toute la fortune du misérable ménage. Là, dit Caderousse, quoique vous nous ayez soulevé une dizaine de 1000 francs peut-être, voulez-vous souper avec nous? C'est de bon cœur. Merci, dit le bijoutier. Il doit se faire tard, et il faut que je retourne à Beaucaire. Ma femme serait inquiète. Il tira sa montre. Morbleu, s'écria-t-il, 9 heures bientôt, je ne serai pas à Beaucaire avant minuit. Adieu, mes petits enfants. S'il vous revient par hasard des abbés Busoni, pensez à moi. Dans 8 jours, vous ne serez plus à Beaucaire, dit Caderousse, puisque la foire finit la semaine prochaine. Non, mais cela ne fait rien. Écrivez-moi à Paris, à M. Joannès, au Palais-Royal, Galerie de Pierre, numéro 45. Je ferai le voyage exprès si cela en vaut la peine. Un coup de tonnerre retentit, accompagné d'un éclair si violent qu'il effaça presque la clarté de la lampe. Oh, oh, dit Caderousse, vous allez partir par ce temps-là? Oh, je n'ai pas peur du tonnerre, dit le bijoutier. Et des voleurs, demanda la Carconte. La route n'est jamais bien sûre pendant la foire. Oh, quant aux voleurs, dit Joannès, voilà pour eux. Et il tira de sa poche une paire de petits pistolets chargés jusqu'à la gueule. Voilà, dit-il, des chiens qui aboient et mordent en même temps. C'est pour les 2 premiers qui auraient envie de votre diamant, père Caderousse. Caderousse et sa femme échangèrent un regard sombre. Il paraît qu'ils avaient en même temps quelque terrible pensée. Alors bon voyage, dit Caderousse. Merci, dit le bijoutier. Il prit sa canne qu'il avait posée contre un vieux bahut et sortit. Au moment où il ouvrit la porte, une telle bouffée de vent entra qu'elle faillit éteindre la lampe. Ah, dit-il, il va faire un joli temps, et 2 lieues de pays à faire avec ce temps-là. Restez, dit Caderousse, vous coucherez ici. Oui, restez, dit la Carconte d'une voix tremblante, nous aurons bien soin de vous. Non pas, il faut que j'aille coucher à Beaucaire. Adieu. Caderousse alla lentement jusqu'au seuil. Il ne fait ni ciel ni terre, dit le bijoutier, déjà hors de la maison. Faut-il prendre à droite ou à gauche? À droite, dit Caderousse. Il n'y a pas à s'y tromper. La route est bordée d'arbres de chaque côté. Bon, j'y suis, dit la voix presque perdue dans le lointain. Ferme donc la porte, dit la Carconte. Je n'aime pas les portes ouvertes quand il tonne. Et quand il y a de l'argent dans la maison, n'est-ce pas? Dit Caderousse en donnant un double tour à la serrure. Il rentra, alla à l'armoire, retira le sac et le portefeuille, et tous deux se mirent à recompter pour la 3e fois leur or et leurs billets. Je n'ai jamais vu expression pareille à ces 2 visages dont cette maigre lampe éclairait la cupidité. La femme surtout était hideuse. Le tremblement fiévreux qui l'animait habituellement avait redoublé. Son visage, de pâle, était devenu livide, ses yeux caves flamboyaient. Pourquoi donc, demanda-t-elle d'une voix sourde, lui avais-tu offert de coucher ici? Mais, répondit Caderousse en tressaillant, pour qu'il n'eût pas la peine de retourner à Beaucaire. Ah, dit la femme, avec une expression impossible à rendre. Je croyais que c'était pour autre chose, moi. Femme, femme, s'écria Caderousse, pourquoi as-tu de pareilles idées, et pourquoi les ayant ne les gardes-tu pas pour toi? C'est égal, dit la Carconte, après un instant de silence. Tu n'es pas un homme. Comment cela? Fit Caderousse. Si tu avais été un homme, il ne serait pas sorti d'ici. Femme! Ou bien il n'arriverait pas à Beaucaire. Femme! La route fait un coude, et il est obligé de suivre la route, tandis qu'il y a le long du canal un chemin qui raccourcit. Femme, tu offenses le bon Dieu. Tiens, écoute. En effet, on entendit un effroyable coup de tonnerre en même temps qu'un éclair bleuâtre enflammait toute la salle, et la foudre, décroissant lentement, sembla s'éloigner comme un regret de la maison maudite. Jésus, dit la Carconte en se signant. Au même instant, et au milieu de ce silence de terreur qui suit ordinairement les coups de tonnerre, on entendit frapper à la porte. Caderousse et sa femme tressaillirent et se regardèrent épouvantés. Qui va là? S'écria Caderousse en se levant et en réunissant en un seul tas l'or et les billets épars sur la table et qu'il couvrit de ses 2 mains. Moi, dit une voix. Qui vous?
Et pardieu, Joannès, le bijoutier! Eh bien, que disais-tu donc? Reprit la carconte avec un effroyable sourire. Que j'offensais le bon Dieu. Voilà le bon Dieu qui nous le renvoie. Caderousse retomba, pâle et haletant sur sa chaise. La carconte, au contraire, se leva et alla d'un pas ferme à la porte qu'elle ouvrit. Entrez donc, cher monsieur Joannès, dit-elle. Ma foi, dit le bijoutier ruisselant de pluie, il paraît que le diable ne veut pas que je retourne à Beaucaire ce soir. Les plus courtes folies sont les meilleures. Mon cher monsieur Caderousse, vous m'avez offert l'hospitalité, et j'accepte et je reviens coucher chez vous. Caderousse balbutia quelques mots en essuyant la sueur qui coulait sur son front. La carconte referma la porte à double tour derrière le bijoutier,